Alors, on est réunis ici pour parler d'un sujet, donc l'intitulé de cette conférence discussion, débat, c'est pour une république exemplaire, interdire le pantouflage et durcir les règles contre les conflits d'intérêts. Ça, tout le monde est d'accord, et on verra dans l'heure et demie qui nous est impartie, à la fois les exemples concrets auxquels nous sommes confrontés et pour lesquels nous voulons poser des interdictions ou des limites. Et ça, je le ferai avec notre invité là, Laurent Dublé, qui est membre du bureau d'Anticor. J'excuse Sophie Taillé-Polian, qui a eu un imprévu de dernière minute et qui ne pourra pas être avec nous malheureusement là pour la conférence. Et donc, pour revenir sur cette question des règles sur le pantouflage et les conflits d'intérêts, on va d'abord aussi poser les éléments du débat. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? Qu'est-ce qu'une prise illégale d'intérêt? Qu'est-ce que c'est le pantouflage? Je vous la fais tout de suite, comme ça j'aurais pu la faire, la blague. Non, ce n'est pas quand on met des charentaises et qu'on est membre de la fonction publique, ça n'a rien à voir. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. C'est bien évidemment quand on va se balader dans la sphère privée et qu'on revient dans la sphère publique. Et d'ailleurs, il y a des conflits d'intérêts, souvent on part public-privé, mais il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts public-public. Il peut y avoir des conflits d'intérêts privés-publics. Enfin voilà, ça marche dans les différents sens. On va un peu creuser tout ça. On va se renvoyer la parole avec Laurent Dublé pendant cette conférence. Et puis, comme on veut que ce soit un peu interactif, et ça ne va pas être 2 propos liminaires de 30 minutes et on va tous s'endormir, non, voilà, ce ne sera pas ça. On pourra aussi être dans l'échange. Donc, n'hésitez pas pendant l'échange à lever la main si vous voulez des précisions sur un thème, sur un sujet, des explications parce que vous n'avez pas compris telle ou telle chose. Allez-y, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, si vous avez aussi des éléments à apporter, puisque les conflits d'intérêts, il y en a un peu partout. Et je suis sûr que vous-même, dans vos activités militantes, vous avez pu débusquer des choses un peu louches ou bizarres chez vous, dans votre commune. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Anticor est présent sur tout le territoire et aussi des antennes locales. Mais je vais laisser notre invité le dire bien mieux que moi, puisque lui, il est membre du bureau et pas moi. Moi, ils m'ont juste... Et là, je les remercie quand même, d'ailleurs, parce qu'ils m'ont remis un prix l'année dernière, un prix éthique pour le travail qu'on a fait à l'Assemblée avec le groupe sur la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Et donc, on abordera tous ces sujets ensemble. Laurent, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es, voilà, ce que fait Anticor et ce que sont les conflits d'intérêts, les prises illégales d'intérêts, parce que souvent on entend les deux, on ne sait pas bien c'est quoi la différence, et puis le pantouflage. Et si tu as quelques cas concrets, mais comme ça lancera la discussion. Alors, ce n'est pas quelques cas concrets, c'est beaucoup de cas concrets, malheureusement. Je crois que le micro, il fonctionne là. Bon, on va prendre ton micro. Donc, on a beaucoup de cas concrets, malheureusement, de conflits d'intérêts, de prises illégales d'intérêts. Je vais vous présenter en quelques mots Anticor. Anticor, on est une association de loi 1901. Nous sommes constitués uniquement de bénévoles. Nous n'avons que 3 salariés. Le reste de notre fonctionnement est assuré par des bénévoles. Notre objet, c'est la lutte contre la corruption pour plus de transparence dans la vie politique. Et pour cela, nous avons, je dirais malheureusement, nous avons un agrément qui nous est délivré par le ministère de la Justice qui nous permet de nous constituer partie civile dans les affaires de corruption. Puisqu'il faut savoir qu'il y a une spécificité en France, c'est que si vous, en tant que simple citoyen, constatez une atteinte à la probité publique constitutive d'un délit ou d'un crime, vous pouvez porter plainte, le parquet peut décider de classer sans suite et vous ne pourrez pas vous constituer partie civile parce que vous n'êtes pas une victime directe de la corruption. Donc l'auteur du délit pourra continuer à agir en toute impunité, ne sera pas puni. Les seules personnes qui pourront se constituer partie civile, ce sont des associations qui ont un agrément. À ce jour, il n'y a que 3 associations en France. Il y a Anticor, Sherpa et Transparency International. Cet agrément nous est délivré par le gouvernement, ce qui veut dire qu'on doit demander l'autorisation aux gens que l'on embête de les embêter. C'est assez cocasse quand même. Je me permets juste de te demander de préciser, il y a un petit suspense là récemment sur le renouvellement de l'agrément. Pas si petit que ça. Peut-être revenir un petit peu rapidement là-dessus. Oui. En fait, cet agrément, il est renouvelé tous les 3 ans. Et cette année, en 2021, nous avons fait notre demande de renouvellement d'agrément auprès du ministère de la Justice.
Ça a été un parcours du combattant pour la première fois. Les autres années, nous n'avions jamais eu ce type de problème. La demande d'agrément faisait 3 à 4 pages et le gouvernement nous renouvelait de façon systématique notre agrément. Cette année, ça a été extrêmement difficile. Ça a été des questions de la part du gouvernement, du ministère de la Justice extrêmement étranges. On nous demandait le nom des personnes qui nous finançaient. Ce qui était totalement illégal. La CNIL nous a même donné raison en disant que nous n'avions pas à dévoiler l'identité de nos donateurs. D'ailleurs, Macron n'a pas donné l'identité de ses donateurs de la campagne présidentielle non plus. Exactement, exactement. Exactement. On nous a demandé, énormément de questions, d'informations qui nous ont été demandées. On nous a également demandé des comptes rendus de nos conseils d'administration, des débats au sein de nos conseils d'administration. Alors que ces débats, quand même, peuvent mettre en cause et en danger certaines personnes, notamment celles qui nous lancent les alertes. Cet agrément alors normalement, il y avait un certain délai pour nous l'accorder. Le Premier ministre a prolongé le délai et nous avons réussi à l'avoir, en sachant également une chose, c'est qui nous a un peu étonnés. Nous avions porté plainte l'année dernière contre M. Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Le ministère qui instruit le dossier de renouvellement de l'agrément d'Anticor, c'est le ministère de la Justice. Il y a, suite à ça, bien évidemment, M. Dupond-Moretti se trouvant un peu en situation de conflit d'intérêts avec Anticor, le Premier ministre s'est saisi de la procédure d'agrément, mais en revanche, toute la procédure d'instruction a été menée par le directeur voilà, vas-y. Voilà. Directeur des affaires civiles et des grâces. Voilà, et qui est sous l'autorité directe du ministère de la Justice. Affaires criminelles et des grâces, pardon, j'ai une connerie. Direction générale des affaires criminelles et des grâces. Voilà. Donc voilà les affres auxquelles on a été confrontés. Concernant les conflits d'intérêts, il faut savoir une chose, c'est que cette notion de conflit d'intérêts, elle a été inscrite en droit français uniquement en 2013 avec la loi Sapin 1. Jusqu'en 2013, il n'y avait aucune définition de la notion de conflit d'intérêts, ce qui est quand même assez étrange, alors que on était tous capables d'identifier une situation de conflit d'intérêts, mais il a fallu attendre la loi Sapin 1 de 2013. Et chez Anticor, nous sommes... Alors, on parlera des grandes affaires de conflit d'intérêts, notamment notre affaire du pantouflage, mais chez Anticor, on est confronté, nous, de façon très régulière, à ce qu'on appelle des cas de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a des élus ou des fonctionnaires qui ont un intérêt direct dans une affaire et ils votent ou ils prennent une décision qui va les concerner de façon directe. Et ça, mais chez Anticor, on est absolument débordé par ce type d'affaires, ce qui nous fait dire qu'il y a un problème en France concernant ce mélange des genres où on n'arrive pas bien à distinguer, enfin, certains n'arrivent pas bien à distinguer l'intérêt public et leur intérêt privé. On le retrouve beaucoup dans les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions. C'est pas de grosses affaires, mais ça dénote très souvent un manque d'éthique personnelle et très souvent aussi un manque d'information de la part des élus. Où on a constaté, on le constate régulièrement, dans les communes, un maire ou un conseiller municipal ne sait même pas qu'il n'a pas le droit de participer à une délibération, par exemple de modification du PLU, du plan local d'urbanisme, qui rendra une des parcelles dont il est propriétaire constructible. Il ne sait même pas qu'il n'a pas le droit de participer à la délibération. Oui, on est confronté à ce genre de problématiques à tous les niveaux. Et la question est comment on fait pour s'organiser concrètement pour éviter tout ça. Donc, Anticor existe pour le faire. Alors, comme ça a été dit avant qu'on commence la conférence, dans l'idéal, Anticor ne devrait pas exister, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des dispositifs anticorruption au sein de l'État français et de fonctionnement de nos administrations. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment ça fonctionne pour les conflits d'intérêts et le pantouflage?
En réalité, vous avez des règles nouvelles qui ont été mises en place par ce gouvernement actuel et qui d'ailleurs se targuent d'être justement de lutter contre le pantouflage. Ils ont fait des beaux discours là-dessus. Alors, pour la énième fois, ils vous auront fait le coup de la République exemplaire, machin. Bon, ça marche plus, hein, on est d'accord, mais ils l'ont fait quand même. Hein. Ils ont, bon, bah, y en a peut-être pour qui ça prend encore, mais et quand on regarde dans le détail, finalement, ces dispositifs sont dysfonctionnels. Il y a donc déjà, il y a le dispositif le plus verrouillé, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment verrouillé, c'est uniquement pour la haute fonction publique et les agents à haute responsabilité. Il n'y a pas de définition exacte, hyper précise, mais on va dire que c'est les gens qui sont en administration centrale dans les ministères, notamment les magistrats administratifs et les membres de la Cour des comptes, enfin bref, voilà, les gens qui sont tout en haut. Excusez-moi, je crois qu'on n'a pas défini ce que c'était que le pantouflage. Ah oui, bon, vas-y. On peut peut-être le définir. Le pantouflage, l'expression, elle est très ancienne. Elle concernait à l'origine les élèves de l'école polytechnique qui, à l'issue de leurs études, choisissaient d'intégrer le privé plutôt que les services de l'État. Et on les appelait les pantouflards. En échange de cette possibilité, ils ne pouvaient pas se prévaloir de leur diplôme de Polytechnique, mais pouvaient se prévaloir du titre d'anciens élèves de Polytechnique. Et aujourd'hui, la forme moderne du pantouflage, en fait, c'est le fait pour un haut fonctionnaire de quitter le service de l'État, se mettre en disponibilité pour rejoindre le privé et exercer ses fonctions au sein du privé. Alors, la problématique que ça pose, le pantouflage, c'est le fait déjà que quand on paye des études, la collectivité, nous, citoyens, nous payons les études de ces hauts fonctionnaires, la moindre des choses serait que l'État est un retour sur investissement. Ça nous paraît un peu logique. La deuxième chose qui pose problème, c'est que ce que l'on voit avec le pantouflage, c'est qu'il y a ces passages du public au privé de la part de la haute fonction publique. Bon, il faut savoir que le pantouflage, ça concerne à peu près 14% des anciens élèves de l'ENA. Et les inspecteurs des finances, c'est 49% des inspecteurs des finances qui aujourd'hui passent du public au privé. Et ça pose un problème, puisque une fois que au sein du service du privé, au sein du privé, ils ont terminé, ils rejoignent le public, et on ne sait plus si ils exercent leur activité au profit de la collectivité, au profit des citoyens, ou au profit des personnes du privé pour lesquelles ils ont travaillé. On a quelques exemples, qui ne sont pas constitutifs de DIGE, je vais vous en donner un. C'est celui de Madame Emmanuelle Vargon. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Elle est aujourd'hui secrétaire d'État à l'écologie. Oui, c'est ça, mais en charge du logement. Elle était haut fonctionnaire au sein du ministère de la Santé. Elle a rejoint le groupe Danone en tant que lobbyiste, au sein duquel elle vantait les bienfaits de l'huile de palme pour les alimentations des bébés. Le groupe Danone, c'est un des premiers pollueurs au monde en matière de pollution plastique. Et suite à ça, elle rejoint le ministère de l'écologie en charge du logement. Donc ça pose question quand même, ce type de choses. Et le troisième point qui pose problème, c'est que ces allers-retours entre le public et le privé permettent de lier de construire des liens d'intérêt entre le privé et le public, où le privé a une influence de plus en plus grande sur la décision publique. Et là, ça pose un problème. Exactement. Et donc, normalement, en théorie, il y a des dispositifs pour éviter ce qui est une interdiction. C'est-à-dire que je regardais là sur service-public.fr ce qu'on nous raconte sur la lutte contre les conflits d'intérêts et les nouvelles règles qui ont été mises en place. Puisqu'il y a une structure qui est prévue pour ça, dont c'est la mission maintenant, c'est la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence dans la vie publique, voilà, j'ai du tout bon, qui en fait doit examiner uniquement pour la haute fonction publique, pas pour tous les fonctionnaires, okay, pour la haute fonction publique, s'il y a une situation de conflit d'intérêts sur les 3 dernières années d'exercice.
Donc, si dans les 3 dernières années, vous avez, par exemple, j'en sais rien, moi, vous étiez responsable on peut reprendre l'huile de palme comme exemple, mais imaginons que vous étiez en administration centrale au ministère de l'écologie, chargé de faire respecter la réglementation sur les huiles de palme et compagnie, vous n'avez pas le droit, c'est interdit d'aller travailler ensuite pour une entreprise qui fabrique de l'huile de palme. Bon, ça paraît assez évident de le dire comme ça, mais si ça fait 3 ans et 1 mois, c'est-à-dire que c'était votre précédent poste au ministère de l'écologie, pas le poste actuel, le précédent, il y a 3 ans et 1 mois, là, il n'y a pas de problème. Donc déjà, c'est un premier élément, c'est est-ce que 3 ans, on pense que c'est un délai suffisant pour apprécier ce qu'il y a un conflit d'intérêt ou pas. On avait poussé les curseurs, puisqu'on a eu le texte qui avait été discuté en début de mandature, c'était confiance dans la vie publique, et après ils l'ont appelé dans la vie politique, puis après vie publique, enfin ils ont changé le nom. En cours de route, dans lequel on avait fait des amendements. On avait testé, on avait d'abord mis 5 ans sur ces moments-là, et on avait mis 10 ans. On était plutôt parti sur 10 ans pour lever tout doute, tout soupçon, etc. Parce que, bon, si vous avez travaillé au ministère de l'écologie sur l'huile de palme, ça va, il y a assez de boulot dans le privé pour trouver autre chose que de travailler encore sur l'huile de palme une fois que vous êtes dans une boîte privée. Hein. Le monde est vaste, hein, donc vous n'êtes pas obligé de faire marcher votre carnet d'adresses. Et effectivement, il y a le cas aussi contraire de quand on revient dans l'administration, toujours sur les mêmes 3 ans. Et donc c'est la haute autorité pour la transparence sur la vie publique qui est chargée de contrôler ça. Et une fois qu'elle rend son avis, normalement le chef de service doit suivre l'avis rendu par la haute autorité, puisque c'est une décision administrative d'autoriser ou pas le départ. C'est pas la haute autorité qui prend la décision finale. Elle rend son avis. Alors, mais vas-y. Juste une précision, c'est que l'avis de la HTVP, de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, peut être souvent biaisé. Parce que les informations dont elle dispose, ce sont des informations déclaratives, c'est-à-dire que c'est l'intéressé qui fait des déclarations à la HTVP. On a eu auparavant, avant la réforme, ce type de déclaration devait être faite à la commission de déontologie de la fonction publique. On a un exemple qui est particulier, qui était... On a un exemple qui est particulièrement parlant, c'est celui d'Alexis Colère. Je vous raconte un peu l'histoire, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est assez savoureux. Je connais. Alexis Colère est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée. Avant d'être secrétaire général de l'Élysée, on sait tous, il a été secrétaire général de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, il a été son conseiller au ministère des Finances, mais avant ça, il était le représentant de l'État au conseil d'administration de STX. STX, les anciens chantiers de l'Atlantique, les constructeurs de gros bateaux. Et il était également représentant de l'État au sein de l'établissement public du port autonome, du port maritime du Havre. Il représentait l'État au sein de ses entreprises. Ça ne pose pas de problème, c'est tout à fait normal. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que un des principaux clients des chantiers de STX, des chantiers de l'Atlantique et du grand port maritime du Havre, c'est la société MSC. C'est une société, ça s'appelle Mediterranean Shipping Container Compagnie, oui. Alors c'est une société qui est basée en Suisse. Il faut savoir que la Suisse a d'immenses côtes sur la Méditerranée, bien évidemment. Et comme, étrangement, cette société appartient à la famille de M. Colère. C'est 4 milliards d'euros de bénéfices par an, 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Après avoir été représentant de l'État au conseil d'administration de ces sociétés, M. Colère a demandé sa mise en disponibilité auprès des organes compétents. De sa mise en disponibilité de la fonction publique et a rejoint la société MSC en tant que directeur financier. Et en tant que directeur financié... Oui, mais il connaissait bien le dossier, du coup. Oui, oui, mais c'est ce qu'il vous raconte. Hein. Oui. Il a négocié le rachat des chantiers de l'Atlantique par la société MSC. Alors, ça pose problème. Et là où il y a une insuffisance dans la législation, c'est que quand il a fait sa déclaration auprès de la commission de déontologie, M. Colère a totalement omis de déclarer, alors c'est peut-être un oubli de sa part, j'en doute fort, qu'il avait des liens d'intérêt et des liens familiaux avec la société MSC.
Donc, tant que on se basera sur de simples déclarations de la part des intéressés, je pense que déjà là, il y a un manque de la part dans notre législation. Et je pense, on pense chez Anticor qu'il faudrait peut-être aussi une véritable culture de la déontologie au sein de la haute fonction publique et qui manque cruellement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y avait une plainte qui a été déposée par Anticor, oui. Par Anticor au parquet national financier sur cette affaire-là d'Alexis Kohler, plainte qui a été classée sans suite. Et je crois d'ailleurs, parce que, y compris au regard de la loi et des éléments qu'ils ont pu avoir, comme il y a des trous dans la raquette aussi dans la loi, au parquet national financier, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, c'est leur conclusion, que pour eux le délit n'était pas caractérisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, mais ils considéraient qu'il n'y avait pas de prise illégale d'intérêt. Toujours cette distinction un peu précise, que ce n'est pas forcément pour son intérêt propre et qu'il le faisait au compte de l'administration, puisqu'il a donné des papiers en disant que non, quand c'était ces décisions-là qui devaient être prises, il était là, certes, mais c'est pas vraiment lui, c'était son bureau, et d'ailleurs son chef l'avait visé. Et voilà. Et c'est dans ce fameux dossier où vous avez la lettre le document signé d'Emmanuel Macron, puisque c'était l'employeur d'Alexis Kohler, puisqu'il était ministre de l'économie quand Alexis Kohler était encore à ce moment-là en charge du dossier STX. Après, il est devenu son conseiller plus tard, toujours au même ministère de l'économie. Enfin bref, vous voyez que ça tourne pas mal leur affaire, leur histoire. Et donc, c'est dans ce dossier-là où vous avez Emmanuel Macron, président de la République, qui a signé un papier en faveur d'Alexis Kohler dans la procédure pour dire non, c'est bon, il agissait bien pour le compte de l'administration et il n'y a pas de conflit d'intérêt, je vous le jure, quoi. Et quelques petites voix chez Anticor nous ont dit, des voix que nous avons entendues, des suppositions que nous avons faites, que les difficultés concernant le renouvellement de notre agrément venaient justement de la plainte que nous avions déposée contre Alexis Kohler. Non, ça m'étonnerait, ça. Non. Ils ne feraient pas ça, quand même. Non. Ils ne sont pas comme ça. Évidemment que les choses doivent être un peu liées et puis aussi la plainte contre Éric Dupond-Moretti oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais aussi déposé plainte, vous vous souvenez, moi ma plainte n'a pas été recevable parce que je ne suis pas une association agréée et que du point de vue de la Cour de justice de la République, je n'avais pas d'intérêt à agir. J'étais pas concerné par l'infraction. D'accord ? Et c'est vrai, c'est pas, je veux dire, je suis pas concerné. Si, attendez, on est tous concernés par les affaires de corruption. En fait, on est tous concernés. On nous pique notre fric. Non, en vrai, on est tous concernés. Et comme j'étais pas d'accord avec la Cour de justice de la République sur leur interprétation de mon intérêt à agir, on a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Puisqu'ils m'ont fait le courrier en disant que ce n'était pas susceptible de recours. Donc toutes les voies de recours ayant été épuisées, parce qu'il n'y a rien au-dessus de la Cour de justice de la République, j'ai pu saisir immédiatement la CEDH. Mais ça, vous le saurez au prochain épisode en 2000, je ne sais pas combien, 20 quelque chose, parce que la CEDH a aussi ses délais, comme chacun sait. Mais on l'a fait pour le principe, parce que ça me semble important de mener aussi ces batailles politiques-là. Petite précision, Anticor demande la suppression de la Cour de justice de la République. Voilà, et c'est là où j'allais en venir. Et de toute façon, il est fort probable que comme on va gagner en 2022, on supprimera la Cour de justice de la République. Et que donc même si la CEDH rend son avis en disant non, de toute façon ce sera hors sujet puisque tout le monde aura intérêt à agir et on aura supprimé tout ça. Donc il y avait les amendements qu'on avait portés à l'époque donc pour augmenter ce délai à 5 ans et à 10 ans, ça c'était des éléments concrets. Oui, pour revenir à 5 ans. En fait, on voulait passer à 10 ans. On avait la proposition, voilà, puis on avait fait, c'est rare qu'on fasse des amendements de repli. Que c'était une avancée, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est... Ouais. Alors en fait, ils sont malins quand même. Ils font des trucs un peu subtils pour essayer d'embrouiller comme ça. Et ils vous disent parce qu'avant, c'était qu'un avis, il n'était pas obligé d'être suivi quand c'était l'ancienne caution, même s'il y avait des moyens d'enquête. Alors, je sais bien. Donc maintenant, on ne vérifie pas, mais l'avis doit être suivi. Ok, et c'est devenu 3 ans au lieu de 5.
Et comme c'est que du déclaratif sur la base de ce que raconte l'intéressé, si vous n'avez pas un journaliste qui va gratter anticorps ou quelqu'un qui a vu quelque chose et qui va le faire raconter à quelqu'un d'autre que ça se sait, personne ne le saura jamais. Pas vu, pas pris, hein, on y va. Et il y a un autre trou dans la raquette dans cette histoire, parce que si vous avez fait attention, tout à l'heure j'ai précisé, je vous ai dit que ça concernait les hauts fonctionnaires, et notamment les magistrats administratifs. Les plus vigilants d'entre vous se sont dit, ah bon, pourquoi il dit administratif ? Pourquoi il n'a pas dit magistrat, tout court, hein, voilà. Eh bien parce que, au nom de la séparation des pouvoirs, les magistrats ne sont pas soumis au contrôle de la HATVP. Ils sont soumis au contrôle uniquement de leur chef de juridiction. D'accord ? Et donc, il n'y a pas de commission de règles identiques pour les magistrats de l'ordre judiciaire, ce qui fait qu'il y a eu un cas de figure extrêmement récent d'un magistrat du parquet national financier, Éric Russo, vous cherchez, hein, vous trouverez assez rapidement son nom, et ce monsieur est parti travailler comme dans un cabinet d'avocats. Alors c'est très bien, c'est vrai qu'il connaît bien le droit, vu qu'il était magistrat au PNF et procureur. Il est chez un cabinet d'avocats américains dont le nom m'échappe à cet instant, mais qui est un grand cabinet qui défend notamment les géants du numérique, notamment Google, Apple et quelques autres. Et il se trouve qu'il y a eu un dossier Google au parquet national financier qui était suivi par un certain Éric Russo. Et qui a abouti d'ailleurs à un nouveau système qu'a mis en place La République En Marche, parce que ça c'est nouveau, ils l'ont créé, ça n'existait pas avant, que sont les conventions judiciaires d'intérêt public. C'est-à-dire c'est une procédure transactionnelle où vous négociez entre la personne morale, l'entreprise, et le parquet en disant bon, c'est pas bien ce que vous avez fait, et si vous faites un chèque de X millions, on en reste là. La convention judiciaire d'intérêt public est quand même publiée, bon voilà, c'est toujours ça de prix, quoi. Et donc elles sont sur le site du parquet national financier. Il faut quand même qu'elles soient validées par les magistrats du siège. Oui. Et on a vu récemment M. Bolloré qui s'est fait retoquer pour je crois que c'est une affaire de corruption en Afrique subsaharienne. Exactement. Où le magistrat du siège a estimé que le chèque fait par Bolloré était vraiment très en deçà de la gravité des faits. Mais il n'en reste pas moins que ces conventions d'intérêt judiciaire sont absolument scandaleuses. Voilà. Donc là où je voulais en venir sur les conventions judiciaires d'intérêt public, au-delà du magistrat là, qui est clairement en conflit d'intérêt et qui n'a de compte à rendre à personne puisqu'il n'y a pas de procédure prévue, enfin en tout cas contraignante pour les magistrats de l'ordre judiciaire avec le chef de juridiction à laisser passer, parce qu'il n'avait pas d'autre choix de toute façon. Ce monsieur donc du coup a fait cette convention judiciaire et nous on est pour la suppression de ces conventions judiciaires d'intérêt public. On a voté contre le texte qu'il a mis en place, on a essayé de refaire des amendements successifs pour les supprimer parce qu'effectivement on rentre dans quelque chose de tout à fait problématique. Et en fait on s'est aligné sur le modèle américain et c'est assumé en tant que tel. C'est-à-dire de dire oui, mais écoutez, la justice américaine arrive à faire des transactions avec Google, Apple, etc. et récupère du pognon comme ça. Nous, quand on fait la procédure judiciaire classique, ça prend 10 ans, 15 ans. Pendant ce temps-là, ils ont déjà payé aux États-Unis leur amende. Donc nous, on finit par ne rien leur réussir à leur prendre comme pognon. Ils arrivent à se défendre avec leurs avocats. Donc, faisons une procédure rapide où nous aussi, on va transiger. Je vous la résume grossièrement, mais c'est ça leurs arguments en réalité. Alors qu'en fait, c'est la faiblesse du système judiciaire et de l'instruction et des moyens des cabinets d'instruction et des services de police qui font que les délais sont longs et qu'on est dans cette situation-là. Donc si on avait les moyens d'une justice efficace, on n'en serait pas là, quoi. Bon, voilà. Et donc forcément, tous les roublards qui savent ça peuvent du coup continuer à faire leur marché avec les pantoufleurs et avec les conflits d'intérêts, même les prises illégales d'intérêts qui peuvent finalement être un peu parfois même anticipés et se dire s'ils se font prendre, c'est tout, ils seront condamnés, mais ça va, c'est pas si problématique que ça. Étant entendu que je vous ai parlé de la personne morale, convention judiciaire d'intérêt public, et la personne physique, l'être humain qui a commis les êtres humains qui ont commis les infractions à ce moment-là, peuvent aussi être poursuivis par ailleurs. Mais eux, il n'est pas forcément prévu qu'il y ait automatiquement une procédure transactionnelle. Il peut y en avoir une, et c'est ce qui s'est passé pour Bolloré, c'est la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui est ouverte à tous les justiciables de ce pays, c'est pas juste pour Bolloré, pour le coup. Mais du coup, ils avaient fait un deal avec Bolloré en disant, pour la personne morale, pour votre entreprise, on fait une convention judiciaire d'intérêt public, et pour vous, personne physique, on vous fait une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et puis voilà, c'est bon, on en reste là, quoi. Et effectivement, le magistrat du siège ne l'a pas homologué,
mais il ne l'a pas homologué sur un argument. C'est ça, c'est très important pour nous, législateurs, et qui aspirons à gouverner le pays, à changer les lois. Le magistrat du siège n'a pas accepté parce qu'il a dit que l'amende qui était infligée à Bolloré, personne physique, pas son entreprise, hein, à Bolloré, personne physique, parce que la CGIP, elle a été validée pour la personne morale. Donc vous me suivez, hein, vous dites si vous suivez, ok. Lui, personne physique, et a dit non, l'amende n'est pas suffisante par rapport au délit qu'il a commis. Mais, il y a un mais, enfin, ou plutôt alors que le parquet national financier a mis le maximum de ce qu'il pouvait mettre au regard de la loi. Parce que quand vous faites une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il y a un plafond maximum. Sinon, après, vous devez repasser en jugement normal. Et ils avaient mis le max, ils ne pouvaient pas mettre plus, en fait. Ils ne pouvaient pas lui mettre plus au regard de la loi. Donc, il y a bien un petit problème dans l'équation. Et après, il y a un autre problème juridique, et là, c'est cocasse, mais bon, je ne vais pas me mettre à défendre Bolloré, mais du point de vue du droit, il y a un truc qui est quand même assez rigolo, c'est que normalement, on a le droit de ne pas s'auto-incriminer. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Dit autrement, vous pouvez garder le silence. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. On va faire un petit cours. Imaginons, vous êtes en garde à vue. Ça peut arriver, hein, ça arrive à beaucoup de gens dans ce pays, pour pas grand-chose, voire pour rien. Si on vous pose une question, qu'est-ce que vous répondez ? Non, même pas. Ouais, je n'ai rien à déclarer. À 100% des questions. Et si le policier vous dit « Ah non, mais ça pourrait se retourner contre vous, etc. » c'est pas vrai. C'est justement tout ce que vous pouvez dire qui pourrait être retourné contre vous. OK ? Parce que c'est en droit, il y a un dossier, il y a un magistrat. Par contre, quand vous serez devant le magistrat au tribunal, là, il vaut mieux causer un petit peu. Alors, vous verrez ça avec votre conseil le moment venu. Surtout, vous faites appel à un avocat. Ne croyez pas le policier qui vous dit « Ah non, mais si vous prenez un avocat, c'est mal vu, ça va être pire. » Parce que j'ai des témoignages, des retours de camarades et d'autres gens qui me disent que les policiers leur disent ça dans les gardes à vue, dans les auditions. Donc voilà, parenthèse fermée. Là, il y a eu un petit trou dans la raquette, et donc on a le droit de ne pas s'auto-incriminer, sauf que le pauvre Bolloré, bah ouais, voilà, je vais me mettre à le défendre quand même un petit peu, mais c'est malgré moi et c'est malgré nous, hein, ok ? Ça restera entre nous dans cette salle, personne ne le dira, hein, surtout à la caméra. Voilà. Non, mais en réalité, du coup, il a reconnu sa culpabilité et il a donné des éléments de preuve contre lui-même pour pouvoir être dans cette procédure-là. Mais oui, c'est le deal. Sauf que comme la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été annulée et pas acceptée par le magistrat du siège, il se retrouve dans une situation où il va devoir passer par un vrai procès et où il a des vraies preuves contre lui qu'il a données lui-même. Pas de bol, hein. Bon, on va pas pleurer, hein, du coup, mais il y a un petit sujet de droit là, pour les plus sourcilleux d'entre vous. Toujours sur on parlait de l'ENA par exemple tout à l'heure, et des inspecteurs des finances, et sur le fait que normalement l'État a investi dans leur formation et que ce serait bien qu'ils remboursent. Moi j'ai fait une autre école de la fonction publique, un cran en dessous, j'ai fait l'Institut régional d'administration. Donc voilà, je suis cadre intermédiaire de la fonction publique d'État, c'est comme ça qu'on dit, ou attaché d'administration pour les connaisseurs. Et en fait, moi, on m'a bien fait signer un truc en disant qu'effectivement, si j'annule en cours de route ou si je m'en vais de la fonction publique dans moins de, je crois que c'était 5 ans pour l'IRA, je ne sais plus si c'était 5 ou 10. 6 ans, ouais. Bon, bref, quelques années, je devrais rembourser l'IRA. Okay, et en fait, c'est pareil pour l'ENA, ça existe. C'est juste que ce n'est pas actionné parce que c'est une possibilité, pas une obligation de rembourser quand on s'en va et qu'on n'a pas fait ses 10 ans. Donc nous, on avait fait ce petit amendement, par exemple, de dire tu t'en vas, tu n'as pas fait tes 10 ans, tu rembourses, point. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Chez Anticor, on va même plus loin. Pour les fonctionnaires qui ont bénéficié d'une formation, c'est l'obligation, par exemple pour Polytechnique, pour l'ENA, il faut avoir offert au moins 10 ans au service de l'État. Et pour Anticor, on estime que les fonctionnaires, quand ils sortent de ces écoles, doivent faire leurs 10 ans au service de l'État sans possibilité de remboursement. C'est la moindre des choses. Moi, je vois un exemple, on le connaît tous, hein, ce monsieur, il s'appelle monsieur Emmanuel Macron, sorti de l'ENA, il s'est fait embaucher par la banque Rothschild. Il a payé effectivement le dédit à l'ENA, mais ça nous paraît absolument pas normal. Et ça, c'est source de conflit d'intérêts. Oui, en général, ce sont les boîtes qui payent. Ouais.
Mais nous, enfin, chez Anticor, c'est ce qu'on demande. Hein. Chez- Si tu veux dire un truc, s'il vous plaît, juste, c'est pour ceux qui regarderont la vidéo derrière, si vous voulez dire un truc, levez la main, comme ça on vous amène un micro, et vous le dites. Et ben on vous amènera notre micro. Voilà. Voilà, c'est juste pour que ce soit dans la boîte, parce que sinon ça fait des trous quand on regarde la vidéo. D'ailleurs, là, je parle hors micro, c'est pas bien. Donc, je vous répète, chez Anticor, nous, on demande à ce que les fonctionnaires fassent leurs 10 ans, ou pour ceux qui font les IRA, fassent leurs 5 ans sans possibilité de rembourser leur formation. Et ça évitera les conflits d'intérêts, parce que, je le répète, hein, le pantouflage, la chose la plus grave dans le pantouflage, c'est cette façon de lier des intérêts très tôt dans sa carrière professionnelle avec des grandes entreprises privées, de revenir dans le public et parfois, très souvent, de favoriser ses intérêts privés au détriment de l'intérêt collectif. Oui, et à tout le moins, donc c'était un amendement, vous en avez fait plusieurs amendements en fait. Le premier c'était de dire vous l'appliquez quoi, on ne vous laisse plus la possibilité de l'appliquer ou pas, parce que quand même, ça c'est pas compliqué à comprendre quoi. Il y a une règle, on l'a fait appliquer, c'est bon. Et après, la position à maxima, c'était de dire il faut obligatoirement faire leurs 10 ans. Alors, il faudrait quand même prévoir quelques cas de figure, parce qu'il y a toujours des cas spécifiques de bonne foi, on va dire, où on quitte l'administration. Mais il faut effectivement une position qui soit extrêmement ferme, parce que c'est révélateur effectivement d'une culture du privé qui ensuite vient irriguer l'administration. Là, je vous renvoie sur un autre sujet, on ne va pas le traiter maintenant, mais peut-être qu'un jour on fera une conférence là-dessus. Sur le New Public Management, j'ai pas fait un excellent accenté. New Public Management, j'essaie de le faire un peu mieux, qui est une doctrine américaine qui a été mise sur pied dans les années 70, qui visait à rationaliser l'action publique. Ok, donc déjà vous avez plein de gros mots en une seule phrase, et donc en fait ils ont mis en place tout un tas de systèmes très simples pour faire en sorte qu'on dépense moins d'argent public, et c'est arrivé en France, et c'est comme ça qu'on fait de l'évaluation des politiques publiques. Ça c'est indépendant du New Public Management, mais à la limite évaluer, bon c'est pas très grave, mais souvent c'est corrélé avec tous les dispositifs que vous avez de contrôle interne financier qui vont viser à rationaliser les coûts. C'est les cost killers, vous savez, dans l'entreprise privée, on a fait la même chose, et la mise en place d'indicateurs de performance qu'on va suivre. Les fameux indicateurs de performance que vous retrouvez dès le début de l'exécution de la dépense de l'État et de la mise en œuvre du budget, puisque pour ceux qui connaissent les discussions budgétaires du projet de loi de finances qu'on examine chaque année, il y a des documents qui sont annexés au projet de loi de finances qu'on appelle les jaunes budgétaires et les bleus budgétaires. Et en fait, dans ces documents, vous avez par mission de l'État, mission de dépenses, par exemple, vous avez la mission sécurité, vous avez les programmes de dépenses, par exemple, le programme police nationale, pour en donner un au hasard. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Et donc, vous avez des documents qui s'appellent les projets annuels de performance. Donc, c'est bien l'objectif d'avoir la performance. Et vous avez les indicateurs de performance. Et c'est ces trucs-là qu'on va suivre, qui vont faire en sorte qu'on essaie de suivre des trajectoires pour rationaliser. Et tout ça est à relier avec la doctrine ordolibérale d'austérité budgétaire. Là, vous avez parachevé le rêve libéral de comment tout ça fonctionne. Et évidemment, qui dit performance, vous retrouvez aussi dans le management de la performance, les primes au mérite, enfin tout ça, ça rentre dans un ensemble de tout ce qu'on déteste et qui détruit les agents publics. Et donc, ce New Public Management est vraiment quelque chose à combattre. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là, on en parlait aussi tout à l'heure, qui ont eu les chouettes idées de se dire tiens, et si on faisait des partenariats public-privé, parce que ça permet de rationaliser l'action publique, il y a des choses que le public ne doit plus faire. Voilà, et ça, vous avez tout le cheminement. Et donc ça vient quelque part de quelque chose de très structuré, pensé, d'une idéologie qui est déclinée et appliquée en France depuis déjà beaucoup d'années. Et qui prend énormément d'ampleur aujourd'hui. Mais si je vous dis par exemple, allez, au hasard, RGPP, pour les plus anciens,
dont je fais partie maintenant. Ça parle, c'est révision générale des politiques publiques, c'est Sarkozy qui avait mis ça en place, mais il y en avait eu d'avant des commissions du même type, et il a pas non plus inventé des trucs hallucinants, mais c'était justement ça, le New Public Management décalqué dans la fonction publique. Hollande avait fait la MAP, la modernisation de l'action publique, et maintenant il y a CAP 2022, enfin bref, voilà. C'est toujours la même chose, et si vous regardez ces documents, ils sont disponibles sur Internet, hein, ils vous expliquent comment ils vont tout casser, voilà, et ils le font. Et à la fin des fins, on ne sait même plus distribuer des professions de foi pour les élections. Voilà, c'est ça la fin de l'histoire. Pour vous donner. Bon, donc, excusez-moi, j'ai fait une digression. Dans le même sens que ce qui vient d'être dit, chez Anticor, nous avons porté plainte concernant le McKinsey, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises privées qui viennent compléter ou mettre en œuvre ou conseiller les politiques publiques. Là, récemment, on a eu le cabinet McKinsey qui a soi-disant conseillé le gouvernement sur la politique vaccinale, sur la politique de prévention. Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner, là, je vais essayer de les retrouver, mais ça s'élève à plusieurs millions d'euros. Et ce matin, là, il y a un article dans Marianne qui vient d'être publié. Lisez-le, c'est très intéressant. Il s'avère que le recours à ces cabinets... On n'a pas tout Marianne, l'article de Marianne, je ne ferai pas la pub pour tel ou tel organe de presse, mais lisez l'article de Marianne qui a été publié aujourd'hui, où il apparaît clairement que le recours à ces entreprises privées, le recours au privé pour élaborer ou mettre en œuvre des politiques publiques s'avère beaucoup plus onéreux pour les finances publiques et beaucoup moins efficace pour l'intérêt général que si tout partait de la part du public ou de l'État. Et oui, tout ça semble tellement évident que le moment venu, il faudra le faire. Et donc évidemment, le pantouflage et les conflits d'intérêts sont aussi au service de ce projet politique-là à être mis en œuvre. Et d'ailleurs, eux, tout à l'heure, je vous l'ai dit un peu de manière ironique, mais la réalité, c'est qu'ils vous expliquent que du coup, ils acquièrent des compétences dans le privé qui vont mettre au service du public. C'est ça qu'ils vous vendent quand ils reviennent dans le public. Hein. Non, mais je rigole pas. Avec le plus sérieux, le plus grand sérieux du monde. Hein. Ils expliquent que ce serait dommage en plus de se passer de ces grandes compétences au service de l'État, évidemment. Bon. Alors, du coup, on vous explique à la fin que l'ENA, c'est mal. Ok, voilà, vous avez tous vu, l'ENA, c'est mal, il faut faire une réforme et tout ça. Et donc, ils vont créer l'Institut des services publics. Je crois qu'ils vont l'appeler comme ça. Et ils vont mélanger un certain nombre de hautes écoles. Il n'y aura pas que l'ENA dedans. Il y aura aussi un tronc commun, notamment avec l'École nationale de la magistrature, comme chacun sait, et avec Polytechnique, et ce qui ouvre d'autres problématiques de conflits d'intérêts public-public, en fait, en réalité, là, et de confusion des genres. Et pourquoi l'École nationale de la magistrature, il faut que ce soit une école à part, juste parce qu'il y a un truc qui s'appelle la séparation des pouvoirs, voilà, et qui est une caractéristique d'un état de droit. Voilà. C'est de niveau licence, première année de licence, droit constitutionnel, licence de droit, voilà, c'est pas déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, on devrait faire un peu plus de droit au secondaire, voilà, exactement. Oui, exactement. Avant, voilà, et là, on a un peu perdu là-dessus. Et je dis que ce serait utile parce que si on veut être des citoyens éclairés, il faut un peu comprendre comment fonctionne notre État. Et moi, j'ai pas appris le droit au lycée, à la fac non plus. J'ai fait histoire. Voilà, bon, c'était bien aussi. Hein. Je l'ai appris là pendant le mandat. Il a bien fallu que j'apprenne parce qu'il n'y avait pas le choix. Fallait qu'on soit au taquet politiquement. Donc, ils ont fait cet institut des services publics et on nous vend ça comme étant une avancée, puisqu'on nous dit on va supprimer les grands corps. D'accord, mais vous supprimez les grands corps, très bien, mais vous supprimez pas le pantouflage. Ça, on en a parlé, la loi qui a été votée ces 3 ans, on l'a dit tout à l'heure, la haute autorité qui rend un avis, mais qui ne peut pas faire vraiment enquête, il n'y a pas les éléments. Si, ils ont changé un truc du coup. Ils ont dit que la haute autorité pouvait rendre un avis négatif si elle estimait ne pas avoir assez d'infos. Ça nous fait une belle jambe quand même. Infos données par l'intéressé, quoi. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que quand la HTVP donne un avis, qu'il soit négatif ou positif, il n'y a aucun suivi de l'avis de la HTVP. C'est-à-dire que le fonctionnaire, l'avis, ils sont bien gentils, la HTVP, mais je me fous un peu de leur avis.
Oui, et après ça va aller au compte. Enfin, bref. Et donc du coup, il y a donc cet institut, ça crée plusieurs difficultés. Et il y a, ok, il n'y a pas que des vertus à l'ENA, mais il y avait des vertus quand même à avoir une école publique de la haute fonction publique pour former des hauts fonctionnaires. Si on faisait respecter un certain nombre de règles, il y a quand même une utilité à ça. On aurait peut-être pu, par exemple, changer les modalités de concours pour faire en sorte que les biais sociologiques qui sont évidents dans la sélection pour aller à l'ENA ne soient plus aussi évidents. Et je ne vous parle même pas des classes préparatoires intégrées qui sont une correction en créant un autre biais sociologique. Enfin bref, mais bon, allez dire que c'est moins pire que c'est mieux que si c'était pire. Mais donc du coup, je pense que c'est ça qu'il faut faire le moment venu. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions d'élargir le socle de la possibilité des gens qui puissent passer le concours à armes égales, parce qu'il y a une vertu au concours de la fonction publique d'égalité républicaine, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, on y tient. Il y a peut-être autre chose aussi à compléter, c'est qu'il faudrait faire en sorte également que les milieux d'affaires ne fassent pas d'entrisme au sein de ces grandes écoles. J'ai un exemple, enfin, nous avons un exemple chez Anticor, c'est Total Polytechnique, où le PDG de Total le PDG de Total a négocié l'implantation d'un centre de recherche sur le campus de Polytechnique à Saclay. Il s'est ensuite fait nommer administrateur de l'X, donc de Polytechnique, et a continué à négocier et puis à mettre en œuvre ce projet. Et ça, c'est extrêmement grave parce que on voit que des entreprises privées vont... on a du pantouflage, mais maintenant, c'est directement, on va agir sur l'enseignement qui va être donné aux futurs fonctionnaires ou aux futurs hauts fonctionnaires. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui, c'est un modèle en plus qui est déjà au point sur tout un tas d'autres domaines de structure. Je pense à Veolia notamment, qui a ses écoles sur l'eau, ses universités de l'eau en tant que telles, etc. Mais ça, je vous renvoie vers Gabriel Amar qui connaît. Ouais, enfin voilà. Donc du coup, c'est le modèle qui jusqu'à présent, ils n'étaient pas allés jusqu'à s'attaquer à l'ENA, etc. Enfin, par des biais différents, avec le stage obligatoire en entreprise. Enfin voilà. Bon. Là, on a Veolia aussi. On a également Suez. J'ai un exemple particulièrement frappant. C'est à Nîmes. Où, je ne me souviens plus du nom de la compagnie, je crois que c'est Suez, mais j'en suis pas certain, a mis dans la balance, lors de la renégociation du marché public de l'eau sur l'agglomération de Nîmes, a mis dans la balance l'ouverture d'une école de l'eau à Nîmes. Oui, comme ça, ils gèrent toute la filière d'un bout à l'autre, ils peuvent prendre du pognon à chaque étape et gérer leurs intérêts, défendre leurs intérêts du début à la fin. Et on est en plein conflit d'intérêts. Ouais, on est en plein dedans. Et donc du coup, c'est pour ça que vous nous avez vus. Au moins, il y a aussi les journalistes du Monde, souvent bienveillants évidemment, qui m'avaient interviewé au moment donc le décret qui est passé pour la création de cet institut des services publics par de Montchalin, qui a été fait il y a genre 4 mois. Enfin, c'est pas si vieux là, c'était il y a pas longtemps, avant l'été. Et je disais, alors ça y est, vous êtes content, ils suppriment les grands corps et tout, on pourra plus être inspecteur général des finances comme ça, etc. Mais c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet, quoi. Déjà, si vous me demandez de dire que Macron a fait un truc bien, même s'il le faisait, je suis pas sûr que je le dirais déjà, premièrement. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Et je fais vous oublier une chose, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en 2019 qui s'appelle loi fonction publique. Elle porte mal son nom parce que du coup elle casse la fonction publique, donc ça aurait dû s'appeler loi casse de la fonction publique. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a ouvert une possibilité très intéressante pour les fonctions de direction, les hautes fonctions de direction de catégorie A dans la fonction publique d'État. En plus, ça a été assez circonscrit dans un premier temps, mais ils l'élargiront plus tard, je m'en fais pas, disant qu'on peut recruter directement en CDI des agents, enfin des gens pour faire directeur d'administration centrale, quoi, en gros. Ok ? Alors, bien sûr, l'argument, il est très simple. Il y a des gens qui ont des compétences dans le privé, vous savez, et on est obligé de s'en passer parce que il faudrait quoi ? Il faudrait qu'ils passent un concours, oh mon Dieu, oh là là. Et surtout, en fait, c'est pas ça le problème, c'est pas tant de passer le concours, parce qu'on voit qu'ils arrivent à intégrer l'ENA, enfin bref, à goupiller leur truc. Mais c'est pénible quand même pour eux. Mais il y avait un autre truc qui était pénible. Pour tous les copains à Macron qui sont dans le privé et qui aimeraient bien pouvoir filer un coup de main au sein de l'appareil d'État. Un coup de main à Macron, hein, pas à l'appareil d'État, ok. Attention. Il y a un truc qui les embête, c'est que certes, les hauts fonctionnaires, les administrateurs civils sont bien payés, mais il y a une grille indiciaire. Il y a des règles, voilà. Donc on peut pas payer exactement comme on veut les hauts fonctionnaires, quoi.
Ils sont bien payés, ça, je ne vais pas les plaindre, hein. Ils sont mieux payés qu'un député pour ceux qui ne sauraient pas, puisque nous, on est indexé sur la grille des hauts fonctionnaires, le truc max, mais sans les primes. Or, la part prime, c'est quand même le gros c'est quand même 40% de la rémunération d'un haut fonctionnaire, donc voilà. Je suis pas en train de pleurer sur ma rémunération, c'est pour donner des ordres de grandeur, hein, voilà. Et donc, en les prenant en CDI, il y a un truc qui est magique, c'est que comme c'est un contrat, c'est une négociation salariale comme les autres, donc vous pouvez avoir un directeur d'administration centrale qui soit embauché au même tarif que celui qui était payé quand il était chez Danone ou je sais pas, chez n'importe qui vous voulez. Donc voilà, c'est bon, toutes les pièces du puzzle sont prêtes, et Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré, c'est pas un scoop, hein, je suis en train de vous dire, pendant la campagne présidentielle, qu'il voulait un spoil system à la française. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est l'ouverture du spoil system. Le spoil system, ça existe aux États-Unis depuis le 19e, qui consiste à chaque nouveau président à remplacer toute l'administration, toute la haute administration fédérale. Et ça pose un problème. Mais, bon, aux États-Unis, c'est dans la culture américaine, donc c'est le système démocratique américain qui veut ça, où de toute façon les intérêts privés participent de la démocratie américaine. En France, on a une conception totalement différente de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est le service de l'État, de ce qu'est l'intérêt collectif. Et voir des gens du privé arriver au service de l'État, le danger, et on le voit à travers les affaires l'affaire Collère notamment, l'affaire Polytechnique Total, où on voit en fait, sous prétexte de servir l'État, des intérêts privés venir allègrement se servir dans les finances publiques et dans les fonds publics pour favoriser leurs propres intérêts. Il y a un entrisme des milieux d'affaires aujourd'hui dans le public qui est assez terrifiant. Donc on a cette loi fonction publique, donc ça on supprime, hein, voilà. Je vais faire rapide, hein, c'était une mesure très très rapide du programme L'Avenir en commun, suppression de la loi fonction publique défendue par un certain Olivier Dussopt, qui paraît-il était soi-disant socialiste. Bon, il paraît. Hein. D'ailleurs, il a voté contre le budget de Macron et 3 semaines plus tard, il était ministre. C'est quand même c'est fascinant. Hein. Il y a des gens qui sont fascinants. Ah, bref. Donc cette loi fonction publique, elle est extrêmement dangereuse et effectivement, le spoil system, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est logique. En même temps, les gens viennent d'être élus, ils veulent faire appliquer leur programme, c'est normal qu'ils mettent des gens d'accord avec leur programme pour le faire appliquer. Ok, non, alors ça s'appelle un cabinet. Voilà, ça c'est bien, c'est un cabinet, ils font ça, etc. Mais après, il y a une vertu à avoir une administration qui ne bouge pas, parce que ça rentre en ligne de compte avec notre bienfait de la République qui s'appelle l'intérêt général, en fait, et la continuité de l'État. C'est deux choses très importantes. Et c'est pour ça qu'on demande aux fonctionnaires d'être loyaux. Et c'est comme ça, quoi. Je veux dire, moi, et c'est pour ça qu'on dit, les préfets aujourd'hui, ils obéissent à Macron. J'espère que demain, ils obéiront à Mélenchon. Voilà. Ou peut-être même à Bernalicis si je suis au ministère de l'Intérieur. Bref. Si vous regardez si vous regardez le système d'organisation de la fonction publique à française, avec le système d'échelon, le système de grade, le système d'obéissance à la hiérarchie, c'est calqué à l'origine, ça a été calqué sur le système militaire. C'était vraiment le fonctionnaire doit être au service de l'intérêt général et au service de l'État. Or, on constate aujourd'hui que ça a tendance vraiment à diminuer, à se diluer au profit d'intérêts particuliers. Oui, et c'est ça que... Il y a une dame qui veut parler. Ah pardon, je finis juste cette phrase-là, et après on passe le micro... je sais pas où est la camarade porteuse de micro. Ah, pardon, du coup je regarde au loin. C'est pour ça que dans cette loi fonction publique qu'on va supprimer, on a eu un mal fou à ce que les députés de la République En Marche et les ministres, alors les ministres je pense sont un peu moins bêtes, mais les députés de la République En Marche comprennent mais pourquoi bon sang il y avait un statut de la fonction publique, parce que quand vous les écoutez vous dites mais ça sert à rien ce machin, on n'a qu'à tous être contractuels et puis on négocie notre salaire, etc. Et comme il y a des suggestions particulières aux fonctionnaires qui viennent d'être dites, la loyauté, etc., c'est des contraintes, c'est une suggestion extrêmement exorbitante et particulière. C'est pas une relation contractuelle, c'est une relation unilatérale. Donc, voilà. Et donc la contrepartie, c'était justement d'avoir l'emploi à vie. Qui était le corollaire de dire voilà, comme ça au moins c'est un régime assez équilibré en fait en réalité, et qui porte en lui
de l'intérêt général, même si ça peut paraître vaporeux comme ça de le dire, ouais, c'est l'intérêt général. Parce que je dis oui, et parce que les contractuels, eux, vous dites qu'ils font mal leur travail, donc ils vous emmènent là-dessus, après vous dites, bah non, les contractuels font pas mal leur travail, ils font ce qu'on leur demande de faire, mais enfin, si vous renouvelez pas leur contrat, ils sont peut-être moins motivés que ceux qui vont rester là plus longtemps. Sauf que ce qui les embête avec ceux qui restent là plus longtemps, c'est que potentiellement, ça peut les embêter, vu qu'ils restent là plus longtemps. Hein, ils peuvent par exemple dire ah non je ne ferai pas ça parce que c'est un truc illégal ou je ne ferai pas ça, etc., etc. Et on voit comment le système, et c'est pour ça qu'on défend ce système de fonction publique, parce qu'il est moins corruptible, pas qu'il n'est pas corruptible, mais il est moins corruptible que le système à l'anglo-saxonne et le système contractuel. Voilà, et ça, eh ben, ils n'ont pas compris, quoi. Voilà. Donc, mais vous, je suis sûr que vous avez compris ce qu'on racontait là. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour ça qu'il y a une fonction publique. Comment ? Oui, si vous n'êtes pas élu, c'est pour ça, oui. Oui. Désolé. Il y a un théorème de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit qu'on s'élève à son plus haut niveau d'incompétence. Enfin bref, certains connaissent. Théorème de Peter, bref. Il n'est pas complètement vrai ce théorème, mais il est rigolo quand même. Et donc, c'est très important de se rappeler pourquoi on défend la fonction publique et d'être en capacité de l'expliquer, y compris à tous ceux qui ne travaillent pas dans la fonction publique, qui pensent que les fonctionnaires sont des privilégiés, etc. Mais non, c'est un truc équilibré, et tout le monde a intérêt à défendre la fonction publique et les fonctionnaires, même quand on ne l'est pas, parce que c'est une garantie démocratique. Ok ? Et ça, je compte sur vous, tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires dans cette salle. Il y en a ? Ouais, j'espère quand même. Pourquoi je dis j'espère d'ailleurs ? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, mais de défendre ça et de bien le comprendre. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Il y a une Ah oui, de la question, pardon. Oh là là, heureusement que vous suivez. Bonjour. Bon, moi, je suis actuellement pensionnée, c'est-à-dire retraitée de la fonction publique, après 42 années de bons et loyaux services. Alors déjà, je voudrais dire, c'est peut-être pas tout à fait la ligne de la France insoumise, mais j'ai jamais cru à l'intérêt général. Je pense qu'il y a des intérêts particuliers qui s'affrontent. Et que l'intérêt des salariés, des gens du peuple, des gens qui ne sont pas dans l'élite, ne sont pas les mêmes que les intérêts de l'élite. Et c'est pour ça que les uns essaient d'essorer les autres. Et que chacun défend son intérêt. Alors effectivement, quand on est nombreux et qu'on fait aussi pour le bien des autres et pas seulement de son portefeuille, certains appellent ça l'intérêt général. Pourquoi pas ? Maintenant, c'est sur la notion d'obéissance quand on est dans la fonction publique. Je veux dire que c'est très relatif. Et qu'il ne faut pas confondre être un serviteur de la République et être un grouillot des gouvernements successifs. Et quand j'ai commencé par vous dire que j'avais travaillé pendant 42 ans dans la fonction publique, ce qu'on disait avec les collègues, c'est les ministres passent, nous, on reste. Et j'ai vu des collègues, je vais dire, failloter un peu, vouloir en rajouter dans l'obéissance. Mal leur en a pris. Parce qu'une fois que ce gouvernement ou cet inspecteur d'académie était parti, et qu'il y en avait un suivant qui précisément ne pensait pas la même chose, ça l'affichait mal. Et la promotion qu'ils avaient tant visée, eh ben, ils ne l'avaient même pas forcément. Il n'y a aucune obligation d'obéissance. Il y a une attitude de loyauté. C'est différent. Il faut savoir se tenir. C'est tout. Maintenant, je dirais que la fonction publique et tout ce qui est ce qu'on appelle les services publics, c'est le socle de la République dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut défendre. Et c'est pour ça que des tas de gens qui sont dans le secteur privé défendent la fonction publique. Pas parce que les fonctionnaires ont un salaire tous les mois, mais parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une bonne école pour les enfants, les petits-enfants, voilà. Et même les gens qui n'ont pas d'enfants ont intérêt à ce que ceux qui vont les entourer, les servir d'une certaine manière. Quand je dis servir, je veux dire que ce soit des médecins, des plombiers,
des organisateurs de manifestations, etc. Il vaut mieux que ce soit des gens instruits, sachant lire, écrire et compter et connaître un minimum le droit. Il n'y a pas que ça, hein, mais je fais un résumé. Et donc, ces services qui sont, on va dire, la grande fonction publique hospitalière, on le voit aujourd'hui, qu'on s'est mis à mal, c'est toute la société qui est mise à mal. Ce n'est pas seulement la fonction publique hospitalière qui en souffre aujourd'hui. Pour l'éducation nationale, il y aurait tellement à dire que je préfère ne pas commencer. Mais pour tous les secteurs, le fait qu'il n'y ait plus de postes dans les villages, par exemple, oblige le citoyen à faire des kilomètres pour aller porter son paquet à Mondial Relais à Trifouilly-les-Oies. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est pour ça qu'on doit défendre la fonction publique. Et si elle est attaquée aujourd'hui, elle est attaquée, je vais dire, de deux côtés. Ce que vous évoquiez, c'est-à-dire par le haut, par les pantouflards, les gens à qui on promet des salaires 5 à 10 fois supérieur à celui d'un fonctionnaire de catégorie A+. Juste pour qu'il ne soit pas fonctionnaire, on lui donne ce salaire. Pas pour lui faire plaisir, juste pour qu'il ne soit pas fonctionnaire. Et parce que comme ça donne l'image que quand on entre éventuellement dans la fonction publique, ces postes-là, on ne les aura pas, ils seront pour d'autres. Donc ça on empêche certains, ça peut démotiver certains de commencer. Et ensuite, attaquer par le bas en abaissant drastiquement le niveau des concours. Voilà. Et donc, ce qu'on doit rétablir, si on veut rétablir une bonne, vraie fonction publique, c'est un degré d'exigence au niveau des concours, la perspective de carrière, et surtout arrêter avec cette idée ridicule d'obéissance. Le discernement est beaucoup plus important. Vous voulez qu'on fasse d'autres interventions ou vous me laissez dire 2-3 bricoles entre deux? C'est vous qui voyez, moi je fais pas ça. Allez. Ouais, on va juste rebondir parce que comme ça, sinon après on va oublier ce qui vient d'être dit. Parce qu'on a encore le temps, hein, on est jusqu'à 17h10, donc on est tranquille. Et je voudrais juste dire, alors bon, je comprends qu'on puisse ne pas aimer l'obéissance. De toute façon, on est à la France insoumise, donc je ne vais pas... Voilà. Évidemment. Oui, mais non, mais je vais vous présenter les choses différemment. Alors, je compte bien être obéi des policiers demain si je suis ministre de l'Intérieur pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Ok, donc je l'ai dit différemment, mais ils vous obéiront, je peux vous le dire. Parce que sinon, ça va mal se passer. Sinon, ils feront autre chose que fonctionnaires. Hein. Ils quitteront la police, j'ai pas de difficulté avec ça. L'obéissance est bien dans les obligations du fonctionnaire. Hein. C'est marqué noir sur blanc, donc il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais c'est vrai que dans le statut de la fonction publique, il y a à la fois l'obéissance, mais il y a aussi le fait de ne pas appliquer un ordre illégal, que c'est une garantie en parallèle de l'obéissance. La loyauté, ça ne veut pas dire le zèle, ça c'est vrai et c'est vérifié. L'obéissance, d'ailleurs, elle va avec un principe corollaire, c'est le principe de la responsabilité de celui qui donne l'ordre. Qui est très important et qui devrait être renforcé dans bien des situations. Ça, c'est aussi important. D'où les histoires où on se prend la tête bien souvent sur les délégations de signature et les trucs qui ne sont pas mis à jour, de la signature de machin qui a signé. Bon, bref, ceux qui sont dans la fonction publique comprennent de quoi je parle. Et en plus, il faut changer les tampons, c'est chiant. Enfin, bref, puisqu'on ne fait toujours pas des signatures électroniques. Bref, donc, il y a encore du boulot là-dessus. Et c'est là où il y a, là, on retombe sur la discussion qu'on a sur la question des conflits d'intérêts, du pantouflage, etc. C'est que les dispositifs qui doivent être mis en place au sein de la fonction publique pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'obéissance à des trucs débiles ou illégaux. Il y a des contre-pouvoirs internes, il y a les organisations syndicales, hein, premièrement, je rappelle, syndiquez-vous, voilà, où vous voulez, débrouillez-vous, mais voilà, syndiquez-vous. Et deuxièmement, il y a des choses qui ont été créées là par la loi qui sont quand même assez pas terribles, on va dire ça comme ça, surtout que dans la plupart du temps, ils ne sont pas mis en place. Je pense notamment à deux choses, les référents déontologie, puisque la même loi qui dit que pour les hauts fonctionnaires, c'est la haute autorité, machin chose, hein, qui va vérifier si vous êtes en conflit d'intérêt public-privé. Dès que vous descendez un cran au-dessus, c'est votre supérieur hiérarchique, en lien avec le référent déontologie de la structure dans laquelle vous êtes, qui va prendre cette responsabilité-là, et pas la haute autorité. Donc de toute façon, ce n'est pas un organe extérieur. Le référent déontologie étant un de vos collègues. Ok, concrètement. Hein, okay. On peut voir ça aussi du côté des lanceurs d'alerte. Hein. C'est le lanceur d'alerte au sein de la fonction publique et qui constate une infraction.
Bon, il y a toujours l'article 40. Il y a toujours l'article 40, mais bon, il est très rarement utilisé. Mais le lanceur d'alerte doit en référer à son supérieur hiérarchique. C'est-à-dire... Oui, exactement. Alors peut-être qu'on va avoir une amélioration là, puisque on a la directive lanceur d'alerte de la Commission européenne qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale. Mais je voulais encore, ça arrive octobre. Et du coup, ça arrive. Ça va être en débat, oui, à l'Assemblée nationale. Octobre, ouais, ça arrive. Je sais pas, ça sera le seul truc sur lequel on va pouvoir avoir une avancée, hein, vraiment, parce que ça dépend du niveau de protection qui va être adopté par le Parlement français, parce que la directive laisse quand même une certaine latitude aux parlements nationaux. Mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, quand vous disiez il n'y a pas d'intérêt général. L'intérêt général, vous l'avez évoqué, il existe à partir du moment où on a les services publics. Et quand vous faites fonctionner un service public, quand vous défendez l'intérêt général. Et vous travaillez pour l'intérêt général. Enfin, c'est ma conception de l'intérêt général. Ça produit de l'intérêt général. Ça produit de l'intérêt général. Ça ne veut pas dire que les fonctionnaires poursuivent individuellement, matin, midi et soir, l'intérêt général. Non, bien sûr que je trouve... oui, parce qu'il n'est pas tangible. Mais par contre, quand on fait le contraire, on voit que c'est plus l'intérêt général. J'ai dit autrement, ok. Donc s'il fallait donner, des fois raisonner par l'absurde ou à contrario, ça permet de mieux comprendre les choses. C'est comme pour l'obéissance pour les policiers. Vous avez vu, hein, voilà. Et je tiens à dire que les policiers qui dénonceront leurs collègues pour l'article 40, leurs collègues qui commettront des actes répréhensibles par la loi ou racistes, etc., ceux-là, on leur donnera des médailles. Voilà. On se le tienne pour dit. Parce que j'en ai marre, les trucs de décoration, là, parce qu'ils avaient filé des médailles à tous ceux qui avaient bien tapé les gilets jaunes, là. Il y avait une médaille spéciale sécurité intérieure, spéciale gilets jaunes. Bon, bref. On en parlera demain sur la conférence sur la sécurité. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est sur les lanceurs d'alerte ensuite, et qu'effectivement, donc les référents déontologie, il y a ce truc-là donc, qui sert à rien. On a constaté d'ailleurs que ces dispositifs, parce la loi oblige aussi à ce qu'il y ait des dispositifs pour pouvoir recueillir la parole des lanceurs d'alerte dans la fonction publique et dans les structures privées aussi. Et il y a un rapport qui est sorti là, qui a été publié par Olivier Marleix et je ne sais plus qui était l'autre. Ok. Non, mais je l'ai plus. Donc Olivier Marleix, en tout cas, c'est sûr, qui est des Républicains et qui était venu à nos amphis il y a à Marseille, si vous vous souvenez, au tout début. Parce qu'il a fait aussi une commission d'enquête sur l'industrie et notamment sur Alstom. Et ils lui ont décerné un prix éthique parce que c'est même s'il est chez les Républicains, ce qui est quand même pas terrible, il fait quand même des fois des trucs bien. Voilà. Salut Olivier, si tu nous écoutes, des fois tu fais des trucs bien. Donc, sauf quand tu votes des trucs de droite, là c'est pas bien, voilà, évidemment. Et donc il a rendu un rapport qui a analysé la loi de 2016, dite loi Sapin 2, sur la question des lanceurs d'alerte. Il y avait des lanceurs d'alerte dedans et d'autres types de structures. C'est cette loi-là, enfin c'est dans le même package où il y a eu la création du parquet national financier et d'autres types de structures. Et ils ont remarqué que, je crois, de mémoire, je vous dis ça de mémoire, mais il me semble qu'il y a au moins 40% des administrations publiques qui n'ont pas mis en place les référents de déontologie ou les circuits de lanceurs d'alerte. Ce qui est énorme en fait. Hein. La loi c'est 2016, on est en 2021, ça fait 5 ans. Enfin ça va, juste trouver un référent, les gars, quoi, merde. Voilà, non mais j'avais pas cet exemple-là, mais très bon exemple, voilà. Et donc vous voyez bien qu'il y a encore du pain sur la planche et du boulot, et c'est vrai qu'il n'y a pas de culture de la déontologie au sens où on l'entend, et qu'il y a matière à progresser là-dessus. Sur les lanceurs d'alerte, j'arrête là-dessus, puis après on continue d'échanger. Effectivement, il y aura la transcription de la directive qui dit le seul point d'avancée sûr et certain qu'on aura, c'est effectivement qu'on ne sera plus obligé de se référer à son supérieur hiérarchique pour pouvoir être reconnu comme étant lanceur d'alerte. Ok, je suis précis dans mes termes, mais c'est ça, c'est la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte, qui d'ailleurs n'ouvre pas à grand chose en fait, hein, en réalité. Vous êtes reconnu lanceur d'alerte, mais c'est tout. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans la niche parlementaire qu'on avait eue avant le Covid, si vous vous souvenez, j'avais d'ailleurs on avait déposé une proposition de loi de transcription de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte. Ce qui était rigolo parce que normalement les groupes d'opposition ne transcrivent pas les directives européennes. Ça ne le fait pas trop, voilà. Mais celle-là, vu qu'elle a apporté des avancées, pour une fois, on s'est dit qu'on allait faire... Et puis on avait bien compris qu'ils n'avaient pas trop envie, en fait, dans la majorité, de se presser pour le faire. Hein. Et d'ailleurs, c'est... Voilà, exactement, parce que Dupond-Moretti, donc parce que c'est le ministère de la Justice qui est en charge de suivre ce texte,
en fait, a qualifié les lanceurs d'alerte de balances. Voilà, ce sont des balances, donc voilà, comme ça le problème est réglé. Hein. Il n'aime pas les balances, donc bon. Donc avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, ce ne sera pas et c'est aussi une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté. Non, c'est pas exactement une nouveauté, mais c'est symptomatique. Ils ne passeront pas par un projet de loi pour la transcription de la directive. Ils vont passer par une proposition de loi faite par Sylvain Waserman du MoDem, qui n'est pas un mauvais bouc non plus, sauf quand il vote des trucs de droite ou des trucs de la majorité, ce qui arrive quand même souvent. Mais du coup, il a fait une proposition de texte. Alors, elle est sortie, j'ai pas eu le temps de l'expertiser. J'ai un peu dormi pendant les vacances et tout. Mais voilà, je le ferai parce que ça va bientôt arriver à l'Assemblée. Et lui-même a déclaré sur un texte moins ambitieux que celui qu'on avait proposé, évidemment, qu'il n'était pas tombé d'accord sur tout avec le gouvernement. Traduire avec Dupond-Moretti, ok ? Donc il va y avoir une belle bataille là-dessus. Je ne sais pas si on va la gagner. Le MoDem va être potentiellement un allié sur cette bataille. Voilà, comme quoi tout peut arriver. Mais c'est clair que les lanceurs d'alerte, c'est un des morceaux qui manque pour la fonction publique, pas que dans la fonction publique, mais notamment dans la fonction publique, pour lutter contre le pantouflage et les conflits d'intérêts, et les prises illégales d'intérêts, surtout, évidemment. Donc ça va être important pour nous, le moment venu, dès 2022, de pouvoir combler et poursuivre le travail de remodifier ce texte sur les lanceurs d'alerte pour leur offrir des vrais appuis concrets, des moyens concrets de les accompagner. Heureusement, il y a, et Anticor en fait partie, la maison des lanceurs d'alerte qui existe, qui regroupe un certain nombre d'organisations, dont Anticor et des syndicats, etc., qui donnent un appui concret aux lanceurs d'alerte. Alors, ils ne peuvent pas donner à tout le monde parce qu'il y a pas mal de demandes, etc. C'est très compliqué, c'est une petite structure associative. Mais voilà, ça existe, il y a des gens qui se battent pour ça. Donc, sachez-le, c'est important. Et je laisse la parole à ceux qui voulaient la prendre. Vas-y, pardon. Oui, bonjour. Je sais pas si... je voulais juste comprendre un petit peu si cette histoire de conflit d'intérêts, de pantouflage, etc., si on le compare à d'autres pays, alors j'ai en tête, je ne sais plus si c'est la Norvège ou la Suède, où tel ministre a pris un taxi et puis, pour une barre de chocolat avait été démissionné. Enfin bon, donc est-ce que c'est dû à l'état d'esprit on va dire du latin, du nordique, est-ce que c'est civilisationnel ou est-ce que c'est une dérive entre l'état d'aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans d'un certain individualisme et donc ça c'est sociétal et qu'est-ce qui est lié au droit? Parce que ce qui me surprend énormément, c'est quand vous avez dit que je ne sais plus quel organisme a condamné, mais que derrière il n'y a pas effectivement un contrôle qui y ait la sanction. Alors là, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que non seulement la raquette est percée de toutes parts, les lois sont flexibles, etc. Mais si en plus, il n'y a pas de gendarme derrière pour faire appliquer le truc, on nous en fume. C'est juste pour... c'est désespérant. Donc, j'aimerais... je confirme. J'aimerais avoir... Parce que j'étais venu à cette conférence pour avoir des choses précises et carrées d'action. Là, je suis un peu frustré parce que je suis un peu perdu, mais on a décrit beaucoup l'état des lieux, mais sur comment faire, est-ce que ça passe par l'éducation, comme ça a été dit par d'autres tout à l'heure, c'est vraiment l'éducation des jeunes et de tout le monde, une certaine morale, une certaine éthique ou des choses comme ça, ou à mon avis, c'est les deux. Il y a ça, l'aspect individuel, sociétal, et l'aspect du droit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des trucs carrés et puis qu'il n'y ait pas de dérogation, de passe-droit, de trou dans la raquette. Enfin, c'est le voleur de mobilette, il tombe, quoi. Enfin, et ça, à mon avis, cette réalité arrive, se matérialise par les 75% d'abstention, par un écœurement total des gens quand ils voient que y a 2 poids 2 mesures, point barre. Donc c'est insupportable et inadmissible. Pour changer ça, je pense qu'il faut 2 choses. D'une part, une action au niveau des individus, donc ça passe encore une fois par l'éducation et par un état d'esprit et d'autre part par une règle qui est absolue, avec évidemment un gendarme qui contrôle derrière. Sinon, si on condamne et puis derrière il n'y a rien, ça ne sert à rien, quoi.
Je vais vous répondre, enfin, je vais vous donner mon opinion. Le fait civilisationnel, Non, il faut le mettre près de la forme. le fait civilisationnel, j'y crois pas tellement. C'est un argument auquel je ne crois pas tellement. Ensuite, il y a peut-être une culture de la déontologie, je le dis tout à l'heure, hein, qu'il faudrait diffuser au sein des administrations publiques, auprès des fonctionnaires, ça c'est évident. Auprès des élus aussi, il faudrait rendre la formation des élus obligatoire. Là où on parle aujourd'hui du pantouflage. C'est un phénomène dont on parle énormément parce que ce sont de grosses affaires et puis ça concerne des ministres ou des fonctionnaires qui sont très connus. Mais là où on retrouve le plus de conflits d'intérêts, le plus de prises illégales d'intérêts, c'est au niveau local. Et je le répète, c'est parce qu'on est en présence d'un personnel politique qui n'est pas formé. Moi, j'assiste régulièrement à des conseils municipaux. On a des élus qui nous lisent des projets de délibération sans même comprendre ce qu'ils lisent, parce qu'ils n'ont pas reçu de formation. Ils se retrouvent balancés au sein de conseils municipaux. Ils n'ont eu aucune formation. Pour les élus d'opposition, quand ils demandent à bénéficier d'une formation qui pourtant est un droit, on les envoie sur les roses. Et le problème, il est là, je pense. C'est l'absence de formation et c'est l'absence de culture de déontologie au sein des organes délibérants et puis au sein de la fonction publique. À mon avis, c'est ça. Surtout que pour rebondir juste sur la formation, elle est prévue, hein, la formation, dans la loi. D'ailleurs, il y a eu une modification très récemment par une ordonnance. Bon, voilà, c'est pas la pire des ordonnances parce qu'elle va pas tout casser, etc. Justement, sur la formation des élus, moi, je suis intervenu en commission là-dessus. Sébastien Lachaud qui a fait les interventions en hémicycle parce qu'il y a eu un rapport sénatorial sur le sujet et on faisait le constat et j'ai eu un échange avec le cabinet de Jacqueline Gouraud là-dessus puisque c'est elle qui est en charge de ce périmètre, ce portefeuille-là. En disant, mais attendez, c'est très bien que vous mettiez dans la loi des trucs, l'information, mais ça y était déjà. C'est dans le monde réel, son application concrète, où là, il y a un gros problème, quoi. Et parce qu'en théorie, les préfectures sont censées informer tous les élus de leur droit à la formation. Mais quand on questionne les copains qui ont été nouvellement élus, vous avez reçu un truc de la préfecture, on vous avez prévenu, non, que dalle. Enfin, je veux dire, bon, faites au moins ce que vous devez déjà faire. Ce serait déjà pas mal. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique aussi que ces formations elles aient lieu et qu'il y a un bloc de départ. Parce qu'après, les élus ont le droit à la formation, celle qu'ils veulent, et ça c'est important qu'il y ait cette liberté de choix de la formation, et on l'a défendu et on continuera de la défendre, parce que je ne suis pas sûr que les élus insoumis ont besoin de faire des formations obligatoires pour savoir comment monter un partenariat public-privé. Je préfère qu'ils fassent une formation et qu'ils perdent du temps avec Gabriel Amar pour savoir comment on gère publiquement l'eau. Voilà, par exemple. Au hasard, je vous donne cet exemple-là. Mais il y a un bloc minimum de connaissances à avoir, justement sur les discussions budgétaires qui sont récurrentes, qui sont de l'ère de la guerre, et sur ce qu'il y a dans une délibération, du droit, du truc un peu basique, qui pourrait être pris en charge par les préfectures et par des formateurs des préfectures de l'État qui expliqueraient le droit, quoi. C'est tout, c'est pas très compliqué. Et alors, quand j'ai dit ça au cabinet de Jacqueline Gouraud, je dis ah ouais, c'est pas bête. Bon voilà, on en est là, quoi. Donc, mais c'est bien, ils n'ont pas trouvé ça bête, ce qui est déjà un bon début. Et ils m'ont même soutenu que des fois, à certains endroits, c'était fait. Bon, mais que tout ça, ça coûtait de l'argent et que c'était de l'organisation. Donc vous vous rendez compte. Et on va continuer de faire circuler Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez aussi, monsieur. Peut-être qu'en France, je regarde l'Allemagne, on n'a pas ce système de pantouflage. C'est quasiment inexistant en Allemagne. Peut-être la structure économique. L'Allemagne, on n'est pas en présence d'un capitalisme financier aussi fort qu'on l'a en France. Or, si vous voulez, en France, si vous regardez où se fait le pantouflage, c'est principalement au sein des institutions financières et qui sont catastrophiques en général. On a eu le Crédit Lyonnais, on a eu Dexia, on a eu pas mal de banques qui ont été dirigées par d'anciens hauts fonctionnaires et ça s'est traduit par des catastrophes en général. Et attention, dans un certain nombre de pays, c'est normal ça. C'est-à-dire que nous, on trouve scandaleux et qu'on appelle conflit d'intérêts. Pour eux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
il y a une bataille politique et culturelle de leur part, notamment des libéraux, de dire, mais attendez, c'est un échange de bonnes pratiques, c'est des compétences qui ont été développées, mises au service de l'intérêt général, etc., etc., quoi. Donc on est bien dans une bataille politique, c'est pas neutre, donc il faut la mener. Ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a égrené à chaque fois des items, et j'ai dit les propositions qu'on avait en face, notamment la suppression de la loi fonction publique, ça peut être des éléments, le fait de parachever le statut des lanceurs d'alerte, c'est un autre élément. Le fait que la HATVP puisse rendre des avis qui soient contraignants et qu'elle ait des moyens d'enquête et que ça prenne sur les 10 ans en arrière de la carrière, c'est un élément concret de lutte contre le pantouflage et les conflits d'intérêts. Et il y avait un élément dont je voulais vous parler et dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est qu'on a en France un truc qui s'appelle l'AFA, l'Agence française anticorruption. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, une structure dont dans le nom, c'est marqué anticorruption. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'anticorps ne sert plus à rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, alors l'agence porte assez mal son nom, en réalité, puisque ça devrait être plutôt agence de compliance. Je sais pas comment dire. Ouais, pas complaisante, hein, compliance. C'est le respect de la... Je sais pas la traduction française exacte. Enfin, la conformité, quoi. En gros, agence de la conformité. Puisque vous avez, par exemple, moi j'ai analysé ça beaucoup sur les rapports qu'on a fait sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Je vous invite à lire les rapports qu'on fait. Ils sont vachement bien. Il y en a eu un qui est sorti il n'y a pas longtemps, en juillet dernier. Et dans les banques, les directives européennes ont obligé à ce qu'il y ait des départements conformité, compliance, qui soit à part et qui contrôlent l'activité de la banque et des gens qui font les investissements. Ils contrôlent le risque, etc. Bon. Et donc, il y a des règles qui sont mises en place et ils doivent donc avoir donc une chaîne de direction complètement séparée, une autonomie, ils doivent pouvoir contrôler leurs collègues sans qu'on puisse leur chercher des noises, etc. Enfin, ça, c'est ce qu'on vous raconte sur le papier. Après, en fait, des scandales avec les banques, il y en a tous les ans et il continuera d'y en avoir parce que c'est fait en interne. Et qu'à la fin, le big boss de la structure, ça reste un big boss qui défend ses intérêts, même s'il a un département conformité en interne. Donc, dans la fonction publique, il faut aussi qu'on ait ces types de départements conformité, mais c'est ce qu'on appelle les référents déontologie, mais il faudrait que ce ne soit pas des référents de déontologie de l'administration en tant que telle, pas un de vos collègues, mais quelqu'un d'extérieur qui puisse le faire. Il faudrait renforcer les moyens du défenseur des droits, qui est aussi un point d'appui là-dessus en la matière. Donc des propositions concrètes et des choses à faire, il y en a plein. Donc à la fois dans le droit, donc changer la loi, ce que je vous ai égrené comme type de proposition, dans l'organisation interne des administrations, et ça relève des ministres. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour mettre des référents déontologie ou pour créer une chaîne de lanceurs d'alerte autonomes et qui respectent les critères des lanceurs d'alerte. Et puis, il y a un petit sujet, mais là, on ne va pas commencer à l'ouvrir maintenant, et là, je vous renvoie au rapport qu'on a fait justement sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est le fonctionnement de la justice. Parce qu'à la fin, il faut aussi que la justice puisse fonctionner et faire son travail. Et on voit que ce n'est pas le cas en bout de chaîne. Voilà, comme ça, je vous ai tout remis les items. Je voulais juste intervenir par rapport à l'AFA, l'Agence française anticorruption. L'Agence française anticorruption émet un certain nombre de recommandations aussi bien vers les entreprises que vers les administrations. Tout à l'heure, tu as parlé du rapport Marlex concernant qui a concerné aussi la corruption. Et dans ce rapport, Olivier Marlex et le co-auteur ou la co-autrice, je ne me souviens plus de son nom non plus, a relevé que, alors, de mémoire, je crois que c'est un peu plus de 40% des collectivités territoriales les DGS n'avaient jamais entendu parler de ce qu'était un référent déontologique, n'avaient jamais entendu parler de l'AFA et n'avaient jamais entendu parler des recommandations de l'Agence française anticorruption. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que les collectivités territoriales, ce sont les principaux acteurs sur les marchés publics. Je crois que c'est plus de 272 milliards d'euros de commandes publiques par an. C'est plus que l'État. Et on est dans un flou total concernant tout ce qui est règles de déontologie, règles concernant l'éthique que l'on devrait avoir dans l'exercice de fonction publique. C'est ce que relève ce rapport. Oui, et donc c'est Raphaël Gauvain de La République En Marche qui est le co-auteur. Mais bon, lui, si je l'apprécie pas plus que ça. Politiquement, je parle humainement, voilà, il dit bonjour, tout ça, il est poli, mais politiquement, c'est lui qui a défendu la loi
qui était rapporteur sur la loi SILT, sécurité intérieure contre le terrorisme, qui a mis l'état d'urgence dans le droit commun. Donc voilà, on l'aime pas trop. Voilà. On avait une autre question. D'ailleurs, il est avocat et son cabinet d'avocats avait réussi à faire condamner l'État pour un contrôle au faciès. C'est dire que ces gens n'ont pas vraiment de conviction, quoi, parce que, bref. J'arrête de dire du mal de La République En Marche. Allez, on passe la parole. C'est moi qui l'ai. J'ai une question. Donc, Laurent Dublet on vient d'en parler à l'instant, mais on a commencé cette conférence par la démocratie locale, parce qu'effectivement, le pantouflage et conflit d'intérêts, c'est aussi, ça se passe aussi en local et même beaucoup plus peut-être en nombre sur ces institutions-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un citoyen, une citoyenne éclairée qui a envie de regarder un petit peu ce qui se passe, quand on est un petit élu municipal d'opposition comme je peux l'être? Je me vois mal demander au DGS s'il a eu les formations qui vont bien. Bon, je chatouille mon cher maire sur d'autres sujets. J'ai fait tomber une partie de ses comptes de campagne parce qu'il avait confondu les intérêts de la commune et les intérêts, voilà. Enfin, bref, personnels. Mais en gros, quels conseils vous pourriez donner aux citoyennes, aux citoyens que nous sommes? Ouais, exactement, adhérer anticorps, c'est la première chose. Alors, déjà, je pense que la première chose, une des premières choses à faire, c'est, vous êtes conseiller municipal? Ouais. Il y a combien de personnes qui viennent aux conseils municipaux dans le public? Oui, non, mais en dehors période de Covid, il n'y a personne. Il n'a pas connu l'avant-Covid, parce qu'il était élu. Il n'y a personne. Enfin, moi, je trouve, c'est un avis personnel, mais je me rends dans les conseils municipaux, je vais aux conseils régionaux lorsqu'ils se réunissent, aux conseils départementaux, il n'y a pratiquement pas de public, il n'y a personne. Il faut sensibiliser les citoyens à la chose publique, il faut les intéresser à la chose publique. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, on se retrouvera toujours confronté à ce type de problématique de corruption, de conflit d'intérêts, parce que ceux qui contrôlent les élus, c'est nous, ce sont les citoyens. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment de citoyens qui s'intéressent à la chose publique, on n'arrivera à rien. Alors bien évidemment, il y a des associations comme Anticorps, il y a l'institution judiciaire, mais l'institution judiciaire en France est une véritable catastrophe. On a un nombre de magistrats par habitant qui est celui de l'Ouzbékistan, je crois. Alors, je n'ai rien contre l'Ouzbékistan, mais on a le taux de magistrats par habitant le plus faible d'Europe. On a une magistrature qui est débordée. Dans certains greffes de tribunaux, on n'a même pas suffisamment de stylos pour pouvoir écrire. Les greffiers, il n'y a pas suffisamment de greffiers pour pouvoir retranscrire les arrêts ou les jugements. C'est une catastrophe. Donc je crois que le cœur du problème, c'est l'action des citoyens. Et Anticorps, on est une association citoyenne et on essaye d'éveiller les citoyens à ce type de problématique. Il faut que vous vous engagez, quel que soit votre bord politique. Désolé pour la France insoumise. Ah, pas de problème. En bon démocrate, ça ne me pose aucune difficulté. Je compléterai la réponse en disant, voilà, donc s'il y a une illégalité qui est constatée, quelque chose qui est vraiment qui vous semble être une illégalité, vous pouvez signaler au procureur de la République, qui en fera bien ce qu'il voudra. Voilà. Puisque c'est lui qui a l'opportunité des poursuites et donc voilà, s'il vous dit non, mais pour moi il n'y a pas d'infraction juste au vu des éléments que vous lui donnez, il va pas forcément faire une enquête pour essayer de consolider vous ce que vous avez vu et il va classer sans suite et passer à autre chose. D'où l'intérêt de passer par Anticorps dans ces moments-là, puisque eux peuvent, au cas où il y a un classement sans suite, se constituer partie civile et demander la désignation d'un juge d'instruction qui lui devra ouvrir une enquête, essayer d'un peu fouiller, faire quelque chose. C'est compliqué, hein, c'est un chemin de voilà, et en plus ça prend du temps et donc c'est pas forcément le chemin le plus court, mais c'est un des chemins. Et il y a un autre chemin pour les actes qui sont faits par les collectivités territoriales. Ils sont quand même contrôlés par quelqu'un d'autre que les citoyens. C'est le contrôle de légalité des préfectures. Voilà, et tout de suite on lève les yeux au ciel. Et ben voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc il y a un petit problème avec le contrôle de. Enfin, il y a un petit problème. Si, il y a un petit problème avec le contrôle de l'égalité, puisque tous les actes, en théorie, sont susceptibles d'être contrôlés par les préfectures. Évidemment, ils ne contrôlent pas 100% des actes, puisque ce serait vraiment compliqué en vrai, parce qu'il y en a beaucoup. Donc il y en a certains qui ont un contrôle obligatoire, je pense les budgets notamment. PLU.
Comment ? PLU aussi. Les plans locaux d'urbanisme, etc. Mais vous pouvez aussi attirer l'attention de la préfecture sur un acte administratif pour les questionner sur la légalité de l'acte. Et après, il y a les tribunaux, donc quand ce n'est pas des prises illégales d'intérêt, parce que là on est sur du pénal, donc on va aller sur le côté judiciaire, il reste aussi le tribunal administratif qui peut être saisi. Bon. Et après, sur le cas concret du DGS, est-ce qu'il y a eu la formation ? Moi, je pense que c'est un sujet à porter en commission permanente, au moins en interne avec les élus. Et s'il n'y a pas de réponse, il ne faut pas hésiter à le porter en conseil municipal en disant, voilà, est-ce que Ronchin est-elle, je spoil, je connais la commune dans laquelle il est élu, c'est dans ma circonscription. Donc c'est à Ronchin, voilà. Est-ce que Ronchin est une commune exemplaire en termes de lutte, en termes de déontologie, de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts ? Voilà. Est-ce que les dispositifs légaux sont mis en place dans la commune ou pas ? Et s'ils ne répondent pas, faut soulever la question au conseil municipal. Et s'ils ne répondent pas, on continue, on lâche rien. Non, Voilà. je suis désolé, mais je vais apporter 2 petites limites. Ok. La première, c'est concernant Anticor. Saisir Anticor à chaque fois que vous êtes confronté à une affaire de corruption, faut savoir autre chose, on est débordé, nous. On n'en peut plus. Vous n'imaginez pas le nombre d'alertes que l'on reçoit. C'est à tel point qu'aujourd'hui, on est débordé par les affaires de prise illégale d'intérêt, donc des conflits d'intérêts, et on ne sait plus comment les traiter parce que on est 7000 adhérents, on doit être 200 bénévoles qui travaillons effectivement dans l'association, on est absolument débordé. Ensuite, concernant le contrôle de légalité, oui, c'est vrai, ce contrôle, il existe. Il est obligatoire pour les budgets, pour les plans locaux d'urbanisme, mais pour le reste, c'est quand même assez vague. Moi, je suis du sud de la France. J'ai rencontré, il y a 1 an, le préfet du Gard, en présence du directeur du contrôle de légalité. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit, vous avez combien d'actes administratifs susceptibles de contrôle dans le département par an ? Ils m'ont dit, on en a entre 4000 et 5000. Et je lui ai dit, vous êtes combien au contrôle de légalité ? 2. Donc vous contrôlez comment ? Par sondage. Oui. Voilà. La problématique oui, est là est aussi. La problématique est là aussi, c'est qu'on n'a pas suffisamment de fonctionnaires, de personnel. Comment ça ? Il faudrait en embaucher en plus. On n'a pas suffisamment de personnel qui est en charge de contrôler ce type d'acte et puis qui est en charge de lutter contre la corruption. Et ça rejoint la problématique de la justice où on a un nombre de juges totalement insuffisant. Et donc une mesure supplémentaire, embaucher des fonctionnaires pour qu'ils soient suffisamment nombreux dans les préfectures pour assumer ce contrôle de légalité et faire respecter la loi, c'est tout. Le micro. On parle trop, pardon. La demande de parole, on peut prendre une autre question ? Oui, il y avait un contrôle plus exhaustif. Oui, on peut prendre des questions ou des interventions. Il n'y avait pas ? Oui, il y avait. Oui, moi je voulais vous parler vous parlez tous de pantoufles et moi je voudrais vous parler de parapluie. Parce que, ou de parachute ? Ou de parachute. Non, pas de parachute, de parapluie. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir une corruption d'intérêt, prise d'intérêt, etc. Mais il y a aussi une impression et une lassitude de la part des gens qui travaillent dans les administrations et dans les services publics et tout, de risques. De prendre des décisions, de prendre des choses, et tout le monde ouvre son parapluie, ce qui fait que la France, mais j'ai appris aussi que la Hollande, les Pays-Bas et aussi la Belgique étaient spécialistes du parapluie, et que personne ne veut vraiment prendre des décisions. Alors, dans ce cadre-là, comment faire pour qu'il y ait aussi ce qu'on disait, les lanceurs d'alerte, c'est bien, mais eux, ils sont ils prennent la flotte, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Et je pense que c'est un problème de culture, là. On ne peut pas dire le contraire. Enfin, il me semble. Oui, il y a un problème oui, il y a une culture propre à chaque pays, et une tolérance plus ou moins grande à la transgression, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a certains pays où un ministre s'est trompé de carte bleue pour faire ses courses pour 50 €, paf, il démissionne. Enfin, je caricature, mais c'est presque ça l'idée. Chez nous, non. Il se trompe de carte bleue, bon, c'est pas pour 50 €, c'est bon, quoi. Voilà. Ah bon ? Non, il a pas de carte. Non, mais en vrai, il a même pas de carte bleue.
y a quelqu'un qui va le faire pour lui en plus. Bon bref. Donc c'est même pas lui qui va le faire concrètement. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire de tolérance et oui, et on peut même se dire tiens, comment se fait-il que notre ami Patrick Balkany soit à chaque fois réélu? Bon, bien sûr, il se représente plus maintenant, donc comme ça évite qu'il soit réélu, mais ça interroge. Ça interroge. Dites, bon, il a été condamné. Enfin, je veux dire, bon. Alors après, on peut se dire, mais pourquoi les magistrats, quand ils le condamnent, ne lui mettent pas une peine d'inéligibilité voilà, ce qui fait qu'il ne pourrait pas se représenter. Autre débat, autre question. Et du coup, la justice est-elle vraiment indépendante? Voilà. Bon, vous voyez qu'on retourne sur un certain nombre. Donc, c'est pas juste une réforme qui a à faire, une mesure qui va tout changer. C'est un ensemble de mesures, de dispositifs qui doivent être mis en place. Certains renforcés, certains doivent être mis en place ou consolidés. Je pense aux lanceurs d'alerte. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte qu'on ait un peu plus de probité dans notre pays, parce qu'on croit souvent la France, ah non, la corruption ça n'existe pas. Alors oui, c'est vrai que c'est pas les bacs chiches classiques qu'on peut avoir dans certains pays, elle a d'autres formes, mais bien sûr qu'elle existe, et je crois qu'on était rétrogradé d'ailleurs dans le rang des 26e, on a perdu 3 ou 4 places là sur la liste sur la liste de Transparency sur la corruption dans les pays. Et même si les marchés publics sont beaucoup plus... les prises illégales d'intérêt dans les marchés publics sont beaucoup plus évidentes et problématiques au niveau local, au niveau national, elles sont moins évidentes parce qu'elles prennent les apparences de la légalité dans bien des cas. Quand vous faites un partenariat public-privé avec Bouygues, c'est légal en fait. Vous l'avez fait. Enfin maintenant on n'en a fait plus parce que ils se sont rendus compte que ça coûtait plus cher que de pas en faire. Bon, il fallait pas être une lumière non plus ça pour le voir, mais bon bref. Voilà, c'est structuré, c'est organisé. Et il y a des situations où justement, moi je me souviens d'avoir dénoncé à l'époque quand j'étais syndicaliste étudiant, un truc qui est toujours en vigueur et qui continue d'être en vigueur et qui continuera parce que c'est légal. Voilà, il n'y a rien d'illégal dans cette situation. C'est l'accès à Internet dans les résidences universitaires. Puisqu'il y a un opérateur unique du Crous, public. Quand vous êtes au Crous, vous avez le choix qu'un seul opérateur, celui qui travaille avec le Crous, et qui en fait, quand vous regardez la structure juridique de cet opérateur, c'est les 3 grands opérateurs qui se sont mis ensemble pour créer une structure juridique pour répondre à l'appel d'offres. Et voilà. Et du coup, l'État, quand ils ont fait l'appel d'offres, il n'y a qu'une seule personne qui a répondu, qui offre le service. Bon, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. On avait vu en plus que c'était à l'époque où c'était Valérie Pécresse et qu'il se trouve que c'était le père de Valérie Pécresse qui était dans le conseil d'administration de la société de la holding. Enfin bref, je vous passe les détails, mais et donc il y a des limites aussi à ça, c'est qu'il faudra changer effectivement le droit et la norme, et qu'il y ait aussi peut-être des services de police et des magistrats qui aient un peu plus le temps de faire des enquêtes et d'aller fouiller. Parce qu'effectivement, ce genre d'infraction ne saute pas aux yeux. C'est pas comme celui qui a volé une mobilette. Il y avait une mobilette, elle a été volée, elle n'est plus là, donc ça c'est facile, caractériser l'infraction et de trouver des éléments de preuve. Et oui, alors je ne sais pas s'il faut s'inspirer du modèle italien. On ne va pas rentrer sur un débat sur la justice. En matière de lutte contre la corruption, non, mais il y a des choses intéressantes qui sont faites dans d'autres pays. On continue sur les prises de parole. Et après, il est 17h11. Normalement, on est censé terminer, mais on peut gratter un petit peu, je pense, de toute façon. Si vous voulez aller voir Jean-Luc, voilà. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que finalement... Ouais, bien collé. Est-ce que finalement, c'est pas le principe d'opportunité des poursuites qui pose problème, alors qu'en Allemagne, on a un principe de légalité des poursuites, d'une part. Ensuite, est-ce que Anticor a pensé elle-même à ce qu'il n'y ait pas d'intérêt personnel qui fasse obstacle à la dénonciation de certains faits? Alors, pour vous répondre, il y a une excellente conférence, quand est-ce que c'est ? Demain matin, qui s'appelle « Le problème de la police, c'est la justice ?» Voilà, question qui a été posée devant l'Assemblée nationale, comme chacun sait, avec Hugo Bernal ici, je crois, oui c'est ça, et une magistrate et un avocat, un magistrat du syndicat de la magistrature et un avocat en droit pénal, et on posera ces questions d'opportunité des poursuites en matière pénale, donc je vous invite à venir demain matin. Et
Et sinon, ce serait... Non, mais parce qu'en fait, on peut pas répondre en 2 minutes à ça. C'est juste pas possible. Et la conférence sera filmée et retransmise comme toutes les autres. Mais c'est un sujet. Et juste pour vous dire, est-ce qu'on saute le fait qu'il n'y ait que quelques associations, on fait sauter le truc, quelques associations qui aient un agrément pour pouvoir agir? Je sais pas, en fait, on tombe sur d'autres problèmes. C'est-à-dire que si tout le monde peut déposer plainte, vous avez tellement de plaintes que vous avez encore une fois l'effet contraire de ce que vous voulez, c'est que vous n'arrivez pas à tout traiter, donc vous ne traitez pas les problèmes. Donc il y a une histoire de filtre, il y a un truc à jauger, un truc à trouver, un petit équilibre, et le mieux, ce serait d'essayer de faire des choses qui soient préventives, qui fait qu'on n'arrive pas qu'on ne soit pas obligé d'aller jusque devant la justice. D'où les histoires, on en revient, des circuits de lanceurs d'alerte, des règlements des choses qui soient faites en interne, le rôle des syndicats, etc. etc. Si on regarde en Espagne, les citoyens peuvent poursuivre pour les faits de corruption. Ça pose aucun problème. Ensuite, en France, je ne sais pas si c'est applicable, j'ai absolument aucune idée, mais qu'au moins pour les associations qui ont un agrément, que la procédure d'agrément ne dépend plus du pouvoir politique, mais dépend d'une autorité indépendante. Et on demande, avec Sherpa notamment, qui est une autre association de lutte contre la corruption, qui est dirigée plus vers l'international, avec Transparency International, nous demandons à ce que l'instruction de l'agrément et l'agrément soient délivrés par une autorité administrative indépendante. Et aujourd'hui, on demande à ce que ce soit la HTVP. Voilà. Ouais, moi, je ne sais pas s'il faut que ce soit la HATVP. Je pensais peut-être le Conseil supérieur de la magistrature qui pourrait faire ça, qui pourrait être aussi... Ça pose peut-être un problème parce qu'on a des magistrats au sein de l'association. Oui, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on fera un nouveau Conseil supérieur de la magistrature après 2022. Enfin bref, je vous renvoie vers les propositions de la France Insoumise, dont on parlera peut-être un peu aussi demain matin sur la justice, encore une fois. Mais par contre, d'élargir le nombre d'associations qui peuvent agir, ce serait bien. On avait proposé des amendements un peu de repli, de dire que quand une association prévoit dans son statut qu'elle puisse aller en justice, et donc l'objet convient à la poursuite donnée, et qu'elle a, je sais plus, on avait mis une petite condition, au moins 6 mois d'antériorité, un truc comme ça, qu'ils puissent le faire, ce qui permettrait à des associations citoyennes de se monter pour, quand il y a un délit, de faire une sorte de pré-filtre et de monter un dossier un peu étayé, que ce soit pas juste un peu comme ça, n'importe qui peut aller dénoncer. Petite anecdote concernant cela, justement, il y a une commission d'enquête parlementaire, commission Flash, qui a été mise en place par M. Bruno Questel, qui a été une des têtes de pont de la lutte contre Anticor, contre le renouvellement de l'agrément d'Anticor, contre lequel nous avons porté plainte en diffamation, qui a été à l'origine de l'ouverture de cette enquête parlementaire et qui nous convoque en septembre pour être auditionné, justement sur les conditions de l'agrément des associations de lutte contre la corruption. On imagine que ce ne sera pas très tendre de sa part. J'y serai quand même, pour veiller au grain. Voilà. Et parce qu'il m'avait embêté dans ma commission d'enquête quand on avait auditionné Anticor. Si vous voulez, c'est encore sur Internet, vous pouvez voir le replay. L'audition d'Anticor en tant que la commission d'enquête parlementaire que je présidais. Et vous avez dedans du Bruno Questel qui va les harceler. Et à la fin, on a l'impression que c'est la commission d'enquête sur Anticor et plus sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'était assez cocasse. Voilà, je les ai remis à leur place à la fin quand même, parce que bon... Ils avaient un peu déconné, mais bon, la parole étant libre, j'ai été obligé de les laisser poser leurs questions. Avec menace de débarquer dans les locaux d'Anticor pour faire des vérifications sur pièce quand même. C'est après par courrier, il leur a envoyé des courriers, enfin bref. Bruno Questel, si vous regardez sur Twitter, c'est le mec qui... ils sont quelques-uns comme ça, il est un peu hargneux. Et si vous a bloqué, c'est bon signe. Hein, voilà. Vous pouvez vérifier sur Twitter, Bruno Questel, QUSTEL, avec François Jolivet aussi, sont quelques-uns comme ça, hein, être particulièrement au taquet. Bref, je sais peut-être qu'il ressortira quand même des trucs intéressants sur la procédure d'agrément et qu'il fera des propositions pour que ce soit la HATVP ou autre chose. Hein, c'est des fois, la magie parlementaire, des fois, fait des trucs. Bon, bref. C'est rare, hein, mais ça arrive. Donc en tout cas, on va suivre ça. Et il y a des travaux là-dessus. Et demain, à la conférence justice, on parlera aussi d'une partie du sujet d'aujourd'hui. Et il est 17h17. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Laurent Dublé pour sa participation. Et j'excuse une nouvelle fois Sophie Taillé-Polian, la sénatrice de Génération, qui devait être là parmi nous et qui n'a pas pu venir.